Ouais. Joueur de hockey, artiste, est-ce que la politique, ça t'intéresse un jour? Les Québécois, le 24 juin, on sort nos drapeaux. Mais combien de gens qui me disent, et ça, j'en fais des boutons. Ah ben moi, ouais, t'as des bonnes tunes, mais moi, j'écoute pas ça du Québec. Moi, si je vais en Italie, Ah, c'est- je veux pas de la musique en anglais, je veux de la musique en Tu italien. m'enlèves Je veux les mots de la m'imprégner bouche. place. C'est le prochain exemple que j'allais dire. J'ai jamais entendu un latino dire hey, moi, j'écoute pas ça de la musique latine. Ces gens-là Ouais, c'est n'écoutent que ça. Ouais, mais là, vous allez faire un dôme sur le Québec, vous voulez juste qu'on consomme du québécois, vous voulez qu'on se referme sur nous. On peut pas, malheureusement, mettre d'artistes québécois sur les grosses scènes parce que les artistes québécois attirent pas les grosses foules. 1996. Étienne Drapeau vit le rêve de milliers de jeunes Québécois. Il est repêché dans la Ligue nationale de hockey. Et pas par n'importe quelle équipe, par les Canadiens de Montréal. Devant lui, une carrière toute tracée dans le sport professionnel. Et pourtant, quelques années plus tard, il quitte ce monde-là. Pas pour un autre sport, mais pour la musique, pour la scène. Il commence par passion dans les boîtes à chansons. Puis, en 2004, il se fait remarquer à Star Academy. Sa musique le mène un peu partout dans le monde. République dominicaine, Cuba, Argentine, Maroc, Éthiopie, Sénégal, États-Unis, France et plus encore. Et ses chansons cumulent des millions d'écoutes. Une carrière bâtie avec le temps, du travail, de la constance et une vraie connexion avec le public. Un parcours qui lui donne une voix, une tribune. Et à un moment où le Québec recommence tranquillement à rêver de liberté, dans un contexte où les artistes hésitent parfois à s'exprimer. Lui fait le choix de chanter ses convictions, de les assumer et d'en parler ouvertement avec nous. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Étienne Drapeau. Bienvenue à Génération Oui. Vous écoutez Génération Oui, le podcast indépendantiste avec Florence, Marc-Antoine et David. Alors, on est avec Étienne Drapeau, ça va bien? Ben oui, merci beaucoup de m'accueillir. C'est mon premier balado à saveur politique, donc je suis très excité, j'ai hâte. Ben oui, parce que là, justement, on va parler d'indépendance du Québec, on va parler de la culture québécoise, de tout ce qui touche à la politique également. Mais juste avant, on va évidemment parler de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a, là, j'entends que c'est ton premier balado politique, qu'est-ce qui t'amène ici, justement? J'ai été témoin de toutes les belles entrevues que vous faites. Vous êtes des jeunes qui prenaient position. Et ça, je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun de voir qu'il y a toute une nouvelle génération de jeunes qui croient en l'indépendance, qui ont envie de se mobiliser, de s'engager. Il y a eu un certain moment où on pensait que l'indépendance, c'était quelque chose qui appartenait au passé, que c'était archaïque, que c'était de la génération des boomers ou de nos parents. Et depuis quelques années, on voit une espèce de montée chez les jeunes dans les sondages. Donc ça, c'est extraordinaire. Puis même moi, qui n'est pas si vieux que ça, mais j'ai 48 ans, je ne sais pas quel âge vous avez. J'ai 26. 22 ans. 22 ans, de venir discuter avec vous, la nouvelle génération de gens qui croient à l'indépendance. Pour vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi excité de venir à un balado. Ah J'en ouais? fais quand même. Oui, parce que pour moi, c'est tout nouveau, c'est différent. On en parlait juste avant le balado, mais de venir discuter de ça, pour moi, c'est quelque chose de complètement nouveau, complètement différent. Je n'ai pas osé le faire. J'arrive à 48 ans aujourd'hui. Puis c'est la première fois que je me permets de faire ça. Carl Jung, qui est un de mes psychologues préférés, parlait de la persona. Et il disait, dans le processus, à un certain âge d'individuation, on doit laisser tomber le masque pour être qui l'on est, pour vivre pleinement notre vraie vie, notre vraie aventure, pour à la limite être aimé pour qui l'on est et pas pour la façade qu'on essaie de démontrer. Quand on est chanteur, souvent, et c'est le cas encore aujourd'hui, même si je parle un petit peu plus de mes positions, de mes valeurs, on chante pour tout le monde. Dans notre public, il y a des libéraux, il y a des Québec solidaires, il y a des péquistes. Donc, on doit faire attention. Et là, c'est un autre débat aussi. Nos subventions viennent beaucoup du fédéral, donc il faut faire attention aussi. Mais bref, c'est tout ce qui fait que je n'avais pas parlé beaucoup de ça aujourd'hui. Puis vous êtes un de mes balados préférés. Puis vraiment, je l'étudie. J'étais content d'être ici. Ben, c'est super, c'est vraiment le fun de t'entendre dire tout ça. Qu'est-ce qui te bloquait justement avant de parler de politique? Qu'est-ce qui te retenait? C'est beaucoup ça justement, tout ce que tu dis. Tu voulais pas te déplaire un peu. On sait qu'il y a des sensibilités politiques. Oui, on va toujours te dire, il y a deux sujets, il faut que tu évites quand tu es un artiste, la politique, la religion. Donc, ça en est Et on me conseillait aussi des gens dans l'équipe, dans les productions. Tu sais, fais attention à ce que tu dis. Puis, veux pas, c'est un sujet qui a été amené par Paul Saint-Pierre Plamondon, mais à un certain moment, c'est vrai aussi que nos subventions viennent beaucoup du fédéral. Donc, tu sais, il faut faire attention à ce qu'on dit. Juste moi-même, quand j'ai écrit dans mon 10e album qui est sorti il y a un mois, 2 chansons souverainistes, dont une qui s'appelle « Dans ce pays », mon père, qui est mon gérant depuis 20 ans, m'a fait une petite alerte en disant « Étienne, si tu t'en vas là, si tu oses vraiment là, parler de ça, puis prendre position, puis faire une chanson comme Dans ce pays, il va falloir peut-être que tu t'attendes à ce que
ce soit peut-être un petit peu plus difficile pour certaines sources de revenus. J'espère que tu en es conscient et que tu vas aller là. Puis j'ai décidé d'être qui je suis, d'assumer pleinement mes intentions, mes valeurs, ce que j'ai envie de laisser. Je suis papa aussi depuis un petit peu plus que 5 mois. Et puis, on dirait que c'est tout nouveau pour moi tout d'un coup, il y a ce que je veux léguer, il y a ce que je veux laisser à mes enfants, à mon fils qui s'appelle Félix, en l'honneur de notre grand poète national. Donc ça aussi, ça a changé la donne aussi de vouloir laisser quelque chose aux générations qui viennent et de faire ma part aussi pour cette partie-là. Et surtout aussi beaucoup pour la promotion. Préserver notre belle langue, l'identité aussi. Je suis très fort sur l'identité culturelle québécoise, qui l'on est comme Québécois, mais aussi protéger la langue française, protéger cette langue-là qui nous rend à la fois si fort, mais si fragile. Hein. C'est notre force, mais c'est aussi notre faiblesse parce qu'on est entouré d'une mer anglo-saxonne, de tout ce qui vient d'ailleurs. On aura la chance d'en discuter, mais c'est ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de vraiment laisser tomber la peur aussi. Tu sais, on pourra en parler aussi, mais dans la politique, je trouve que ça prend beaucoup trop de place, la peur. Puis quand on a peur, on n'avance pas, on ne prend pas de décision, on n'est pas libre quand on a peur. On pourra aussi en discuter éventuellement. Mais c'est très intéressant dans ce que tu as dit parce que tu en as déjà parlé publiquement. Tes parents se sont rencontrés dans un congrès du PQ à 17 ans. Oui! Puis même ton père, j'imagine, qui est toujours péquiste, il t'avait mis une petite alarme là, justement pour ton album avec tes chansons souverainistes. Fait que même, il y a ce réflexe-là encore aujourd'hui pour les artistes. Ben oui, encore aujourd'hui, ce petit réflexe-là de peur. Oui, mes parents sont de fervents péquistes. Puis tu voudrais inventer ça, puis ça se peut pas. Là. C'est un film. Là. Mes parents se sont connus dans un rassemblement du PQ. Les deux, ma mère avait 17 ans, je pense que mon père avait 18. Pour faire une longue histoire courte, mon père n'était pas encore arrivé au rassemblement du PQ, mais ma mère travaillait comme bénévole à l'entrée. C'est elle qui accueillait les gens. Et son frère était là un peu avant lui, puis il a dit à mon père, hey, « Il faut que tu viennes au rassemblement. Il y a une belle brune à l'entrée. Tu vas capoter, c'est ton genre. » Et fait que mon père s'est dépêché, est allé, puis il a rencontré ma mère ce soir-là. Et à la fin du rassemblement, il a dit à ma mère, « Bon, ben écoutez, est-ce que tu aimerais que je te rejoigne comme un gentleman? » J'étais fier de mon père. Il a proposé à ma mère de la raccompagner, de marcher avec elle jusqu'à la maison. Et puis récemment, quand j'ai écrit, je te le cacherai pas, quand j'ai écrit Dans ce pays, je l'ai fait très festive. C'est presque une des chansons, sinon la chanson dont je me fais parler le plus. Les jeunes aussi, beaucoup me disent ça sonne un peu cowboy fringant, c'est le fun, c'est festif. Mes neveux qui ont 20-22 ans, c'est une de leurs chansons préférées. Quand je l'ai écrite, j'avais en tête un jour 2 choses. Soit la chanter un 24 juin à la fête nationale devant 100 000 personnes, ce qui serait mon rêve, ou la chanter dans un rassemblement du PQ, ou qu'elle soit la chanson officielle peut-être d'une campagne électorale ou de voir notre futur premier ministre ou un chef du PQ rentrer sur cette chanson-là. Et quand j'ai reçu la demande du Parti québécois qui m'ont écrit pour me dire « Étienne, on aimerait que tu viennes chanter ta chanson dans ce pays », je t'en parle, là, j'ai des frissons, là, je deviens émotif. Là. Pour moi, là, c'était la boucle qui venait de se boucler. C'était le retour du balancier. Mes parents se sont connus dans un rassemblement du PQ. Et moi, écoute, je ne sais plus combien, une 50aine d'années plus tard, je reviens chanter ça. Et mes parents sont venus. Mes parents sont venus à Saint-Hyacinthe. Ils sont partis de Québec. Et non seulement mes parents étaient là, mais c'était la toute première fois qu'on amenait mon fils, Félix, me voir chanter. Il était encore tout petit à l'époque. Donc, il est venu me voir chanter. Et fait cocasse, on lui a fait faire une carte de membre. Oh mon Dieu! Il est officiellement le plus jeune membre. Ben, je l'ai demandé à la blague. J'ai dit, hey, en souvenir, compte tenu du contexte familial, on peut-tu y faire faire, mettez-les pas, évidemment, il n'est pas dans les registres, mais on peut-tu y faire faire une petite carte? Donc, il y a sa carte, Félix Drapeau, membre du PQ, je pense qu'il y avait 2 mois à l'époque. C'est le plus jeune, donc, puis on lui avait mis son chandail des Nordiques. J'ai eu la chance, il y avait ses petites oreillettes. Donc, c'était vraiment, vraiment, pour moi, une soirée plus grande que nature, émotive. Puis après ça, écoute, il y avait l'hommage au cowboy fringant et mon père, qui a 75 ans, qui est un ancien directeur de l'édition des lois à l'Assemblée nationale, qui est très stoïque, qui est un monsieur très sérieux. Il est venu avec moi dans la foule et quand les cowboys chantaient, les cowboys, l'hommage aux cowboys chantait « À la manifestation », j'ai vu pour la première fois de ma vie mon père dans une foule avec des jeunes sauter. Mon père avec son complet, sa petite moustache, ses cheveux bien peignés blancs, il sautait comme ça et puis il chantait. Écoute, je t'en parle encore une fois, puis je suis rempli d'émotions. Je trouvais ça beau, je trouvais ça magnifique. Fait que c'est des souvenirs qui vont me suivre toute ma vie. Ouais, ben j'étais là justement, moi aussi, à cette soirée-là. Ouais, puis j'ai vu ton père, j'ai vu aussi la chanson, tout ça. Tu t'as raconté cette anecdote-là. J'ai trouvé ça phénoménal. On n'aurait pas pu inventer toute cette histoire-là de tes parents qui se rencontrent le 50 ans dans un congrès du PQ, puis toi qui chantes finalement là-bas. Là, c'est
vraiment une belle histoire. C'est vraiment beau. Puis c'est beau que finalement, t'avais comme peur un peu d'assumer, t'avais comme des craintes. Puis finalement, ben, tu le fais, puis t'es comme récompensé, tu sais. Je pense qu'il s'envoie vraiment un beau message pour des jeunes artistes qui se demandent est-ce que je dois assumer ou non, mais finalement, il peut quand même avoir des belles retombées positives dans ton cas. Là. Oui, c'est beau ce que tu dis. C'est vraiment intéressant. Tu sais, on dit souvent que ta vraie vie ou le bonheur ou ta vraie vie commence à l'extérieur de ta zone de confort. Et puis, je pense que la peur, quand on parle de politique, quand on parle de tout ça, je trouve que la peur prend beaucoup de place. On va parler des tarifs douaniers, de Trump, de l'immigration, de l'économie, et tout ça nous fait peur, tu sais. Puis, on dirait qu'on a peur d'aller vers l'indépendance. On a peur de prendre position, on a peur d'aller vers l'indépendance. Et Mahatma Gandhi qui disait la peur est plus dangereuse et plus puissante que la haine parce que la peur, elle paralyse. Et puis, moi, il y a une phrase que j'ai écrite dans mon premier livre, Faire le choix du bonheur, qui me suit dans ma vie beaucoup. C'est une citation d'une femme qui s'appelle Ellen Johnson Sirleaf. C'est sûr, vous ne connaissez pas ça. Non. Hein? Non? OK, il n'y a personne qui doit connaître. J'ai fouillé beaucoup pour trouver ça. C'est la première femme élue à la tête au suffrage universel, à la tête d'un État africain. Et si ma mémoire est bonne, c'est le Libéria. Elle était aussi récipiendaire d'un prix Nobel de la paix. Et elle a dit... vos rêves doivent dépasser votre capacité actuelle à les réaliser. Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Donc, c'est normal d'avoir peur, c'est normal de douter, mais ce qui n'est pas normal, c'est de rester paralysé, de ne pas avancer, de ne pas faire le choix. De ne pas faire le choix d'être libre, de pas le choix. Tu sais, je veux dire, la liberté, ça a un prix, mais la liberté, c'est pas confortable. Je pense que tous les peuples qui ont réussi à obtenir leur liberté, ils ont travaillé, ils ont bûché, ils ont eu à souffrir jusqu'à un certain point. Sauf que si on prend tous les États qui sont devenus indépendants, tous les peuples, toutes les nations qui sont devenues indépendants, il y en a des centaines depuis la Deuxième Guerre mondiale qui ont eu accès à leur liberté. Combien y en a de ceux-là qui décideraient de revenir en arrière aujourd'hui? Aller demander aux gens de l'Inde, que ce soit les Algériens, que ce soit le Sénégal, le Congo, le Vietnam ou même l'Ukraine aujourd'hui. Est-ce que ces gens-là reviendraient en arrière aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont... Je veux dire, on voit les Ukrainiens défendre leur pays. Il y a des centaines de milliers de personnes qui sont morts. Ces gens-là sont courageux. Pour émanciper un peuple, pour atteindre la liberté, pour atteindre l'indépendance, ça prend du courage. Il faut croire en ça et il faut surmonter cette peur. Là, je trouve que la peur revient beaucoup puis qu'on ne bâtit rien avec la peur. Tout ce qu'on a fier dans la vie, c'est quand on fonce, quand on défonce les limites, quand on se permet d'aller plus loin. Donc ça, c'est un message que je trouve important. Il faut cesser d'avoir peur, en fait. Exact. C'est le principal adversaire du mouvement indépendantiste. C'est pas les fédéralistes. Il y a évidemment le fédéral qui travaille contre notre émancipation, mais notre principal adversaire, c'est nous-mêmes, c'est la peur. Tu sais. Tu le dis, tu le résumes parfaitement, je n'irai pas plus loin, là, mais c'est ça, il y a 194 pays dans le monde, il n'y a pas un peuple qui a décidé de revenir en arrière, comme tu le dis. Et si je ne me trompe pas, depuis le milieu du siècle dernier, je pense qu'il y avait 50 États à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On est rendu à près de 200 pays, nations, États aujourd'hui. Donc, c'était au moins, on peut dire, là, sans se tromper, là, on ne fera pas de fact-check ou on ne checkera pas sur nos téléphones, mais c'est une centaine de pays qui ont atteint leur indépendance. T'sais. Et qu'est-ce que ces pays-là ont de plus que les Québécois? On a une langue, on a une fierté, on a une culture qui est forte, on a un territoire, on a des ressources naturelles, on a tout ce qu'un pays peut prétendre être. Il me semble qu'au niveau du PIB, peut-être là-dessus, vous allez m'aider, parce que je suis convaincu que vous connaissez plus que moi dans ce genre de choses-là, mais il me semble qu'au niveau du PIB par habitant, si on devenait un pays indépendant, on serait quelque chose comme dans les 25e, j'allais dire à 25 à 30. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, mais pour un artiste qui commence, je lis beaucoup, j'étudie beaucoup, mais il me semble qu'on se tiendra dans le 25e, 30e percentile. Donc, c'est pas rien. Il y a des pays beaucoup plus petits, beaucoup moins nombreux, qui ont moins de ressources que nous, qui ont décidé de le faire. On a peur. On a peur de quoi? On a peur de tu sais, je veux dire, les gens, mettons, moi, ce qui me fait capoter, c'est quand on dit, ben là, avec la conjoncture, puis avec Trump, on va s'empêcher de s'émanciper, de devenir un peuple, de jouir dans notre propre liberté, d'être enfin qui on veut être. Parce qu'on a une espèce de Luberlu qui a été élu de l'autre côté de la frontière. Moi, il n'y a rien qui m'empêchera de continuer à pousser et à travailler pour nos convictions. On ne demande pas aux gens de faire ce que les patriotes ont fait, là, de prendre des pics, des pelles, des haches. Je ne sais pas avec quoi ils se battaient à l'époque, mais il manquait certainement de ressources. Puis on parle surtout pas de violence. Moi, un de mes plus grands modèles, c'est Gandhi, qui a réussi à faire une révolution, à se débarrasser de l'Empire britannique seulement avec la force
des mots, le pouvoir des idées, des pensées de façon complètement pacifique. Donc, on ne demande pas à personne d'aller se battre, là. On ne demande pas à personne de défendre leur territoire comme ils le font en Ukraine ou même comme Gandhi le fait. Ces gens-là, si vous avez lu la biographie de Gandhi ou vu les films sur la vie de Gandhi, mon Dieu, ils ont passé à travers une souffrance pas possible. C'est pas ça qu'on demande aux gens. Mais enfin, est-ce qu'on veut vivre? Est-ce qu'on veut être qui l'on est? Est-ce qu'on veut enfin être quelque chose comme un grand peuple? Moi, c'est le pari que je fais aujourd'hui. En tant que chanteur, est-ce que je me mets les pieds dans les plats en faisant ça? Je crois en l'intelligence des gens. Je crois que les gens qui m'aiment, qui aiment mes chansons, qui viennent me voir, peuvent être d'accord d'être en désaccord. Moi, j'ai des amis dans toutes les sphères politiques. Un ami à moi que j'adore côtoyer, puis on a des discussions extraordinaires, c'est Éric Lefebvre, qui était le whip de la CAQ, qui est un des meilleurs gars au monde. Un gars extraordinaire, le cœur sur la main, qui fait un travail extraordinaire dans son comté. Maintenant, il est passé chez les conservateurs fédéraux, mais lui, il est fédéraliste, là, tatoué sur le cœur, puis c'est un gars que j'aime profondément, qui a le cœur sur la main. Puis les plus belles discussions qu'on a ensemble, justement, quand on a eu des discussions politiques, c'est extraordinaire, tu sais. Puis jamais j'attaquerai la personne, jamais j'attaquerai qui il est. Et ça, je trouve ça triste en politique, à quel point on se permet d'attaquer les politiciens comme si c'était de bonne guerre, comme si c'est normal. On se permettrait pas de faire ça. On dirait pas 1/100 de ce qu'on dit à un politicien, à ce que je te dirais à toi, ou à quelqu'un, un membre de notre famille, ou à quelqu'un qu'on rencontre, et je ne sais pas pourquoi on fait ça. Oui, je suis d'allégeance souverainiste, mais je vais vous donner un exemple. Récemment, tout le monde, ça fait parler beaucoup, là, ça fait couler beaucoup d'encre. Farnell Morissette, par exemple, que j'appréciais, que je suivais, mais moi, je ne sais pas si vous le suiviez vous aussi, mais qui était on appelle ça un info-influenceur, qui faisait des capsules intéressantes sur la vulgarisation politique, puis qui est passé maintenant dans le camp des libéraux. Bon, c'est pas... je voterai pas libéral, mais puis j'appréciais Farnell. Par contre, j'ai vu récemment passer un post où, je sais pas si vous l'avez vu, j'ose même pas le dire, c'est ridicule. C'était une insulte à son... On en parlait justement d'entrer en ondes, une insulte à son physique, à son visage. Je n'ai pas envie de le répéter parce que je trouve... J'en parle puis ça me fâche. Même si je suis idéologiquement ou politiquement pas un libéral ou pas d'accord, j'ai trouvé ça insultant, j'ai trouvé ça ridicule et je suis pas fier non plus de voir tout ce qu'il y avait comme commentaire, que les gens en riaient puis continuaient à insulter Farnell sur son physique. On le comparait à toutes sortes de choses que j'ose même pas répéter, mais ça me fâche. Ça me fâche, ça me fait de la peine, je trouve ça ridicule. On peut ne pas être d'accord. On peut trouver que, bon, il est un peu... tu sais, qu'il y avait un devoir de... comment on pourrait dire, d'objectivité. Puis là, les gens lui reprochaient de ne pas avoir commenté la saga des Brownies. J'imagine que tu l'as fait toi aussi, non? De pas le commenter? De dire que... Bon, il y avait... Je pense que c'est ce qu'on a vu beaucoup. Non, j'ai pas encore commenté. Le seul commentaire commenté que j'ai laissé à Farnell, c'est que je l'ai félicité de son entrée en politique. Je te félicite, bravo. Qu'on a évidemment... J'ai dit qu'on n'a évidemment pas les mêmes pensées politiques, mais ce serait un plaisir d'en débattre ensemble. Absolument, absolument. Et moi, je suis fâché quand je vois ça. Moi, j'ai pas voté pour la CAQ non plus. J'étais pas non plus partisan. Mais... le laxisme, comment on se permet d'insulter les politiciens, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés avec ça. Je trouve qu'on est cynique envers les politiciens. Ça demande un don de soi, une humilité. C'est pas juste des gens à la recherche de pouvoir ou... je ne sais pas pourquoi on se permet d'en dire autant sur les politiciens. C'est pas une question de défendre qui que ce soit. Puis il peut y avoir des décisions qui ont été prises avec lesquelles on n'est pas d'accord. Il peut y avoir eu des mauvaises décisions. Là, il n'y en a pas manqué avec Norvolt, avec les scandales de la SAC. Mais de là, s'attaquer aux individus, puis de s'attaquer à leur caractère, à leur personne, les choses qu'on peut dire, moi, c'est quelque chose qui malheureusement, qui me dépasse et qui ne va pas nous servir comme peuple, qui ne va pas nous servir comme je dirais pas comme pays, le Québec n'est pas encore un pays, malheureusement, mais on va empêcher des gens intelligents, des gens brillants, des gens qui ont réussi de se présenter en politique si ce contexte-là, si cette hargne-là envers nos politiciens continue. On peut critiquer les décisions, mais je trouve qu'on est prompt à utiliser des insultes puis à vraiment aller trop loin avec ce qu'on fait en politique. Bon, les gens peuvent être en désaccord, mais je pense que toi, tu rejoignais peut-être un petit peu... je suis vraiment d'accord avec toi. Là. Je pense qu'on est tous d'accord. Là. Finalement, on n'a pas de vraie discussion quand on fait juste comme s'insulter comme ça. Mais en même temps, au sein de la communauté comme souverainiste, je trouve qu'il y a quand même de l'ouverture. Il y a des gens de Québec solidaire, des gens que c'est peut-être pas pour les mêmes raisons, comme de base personnelle, mais on se retrouve ensemble. Fait que je trouve ça vraiment le fun avec les Oui Québec aussi. Donc, je me dis, il y a quand même des espaces, puis il y a des mouvements politiques où on peut être capable de se retrouver quand même.
Mais c'est vrai que moi aussi, ça me fait tellement de la peine quand j'ouvre, par exemple, le Journal de Montréal, puis je vois des chroniques où c'est vraiment comme sur l'apparence. On parle pas des projets de loi, on parle pas beaucoup des projets de loi qui ont été faits à travers comme des partis ensemble, des équipes. Fait que j'espère que on va être capable de mettre ça de côté. Peut-être que ça, en même temps, on aime ça aussi les potins, on aime ça ces petites choses-là aussi. Peut-être que ça, mais éventuellement, j'espère qu'on va avoir des vrais débats de fond, là. Moi, je pense que c'est ça qu'on a besoin, là. Mais sur les médias sociaux, en fait, je pense que c'est généralisé à même des artistes, on le voit, là, beaucoup d'artistes qui reçoivent aussi des commentaires en dehors de la politique désobligeants. Mais ouais, c'est ça, il y a beaucoup aussi... ça se fait des deux côtés. Hein. La droite attaque beaucoup les politiciens, les politiciennes de gauche, puis on voit aussi là, beaucoup des gens de la gauche radicale attaquer beaucoup, des fois déformer la réalité, déformer des propos de Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est ça, c'est décevant tout ce côté-là de la politique, mais il y a aussi un beau côté. Ça réunit, je trouve, les gens. Ça nous permet de penser à la société. Puis il ne faut jamais aller dans les attaques personnelles. C'est pas ça qui va nous faire gagner un argument, un débat, quoi que ce soit. Allons dans les idées. Par rapport à Farnell, c'est ça. Moi, je lui souhaite la bienvenue en politique. Je suis convaincu qu'il est là pour les bonnes raisons. C'est sûr que son silence pendant la crise des brownies, ce qui est un énorme scandale de corruption au Québec, là, c'est des pratiques douteuses au Parti libéral. Il faut regarder ça. C'est à se questionner. Est-ce qu'il avait déjà en tête de se présenter? On sait que c'était déjà un donateur du Parti libéral. Fait que ça soulève quand même des questions de transparence d'éthique, mais qui s'adressent. On ne va pas insulter les gens, mais on peut quand même en débattre. Et ça peut être débattu dans le respect. Exact. Tu as raison de dire que j'ai l'impression que ce respect-là, je le sens du côté de la plupart des souverainistes. Je sens qu'il y a une belle équipe. Moi, sans les connaître énormément personnellement, je connais la plupart des députés au Parti des Québécois. J'ai eu la chance de passer des moments avec eux autres, des soupers, des soirées. Puis je peux dire que c'est tout du bon monde. C'est du monde qui ont le cœur sur la main. Puis ce sont des gens vrais, ce sont des gens intègres, ce sont des gens qui s'en vont en politique pour faire une différence. Joël Arsenault, moi, j'ai été aux Îles-de-la-Madeleine, j'ai été en spectacle, puis je suis allé dans son bureau de rassemblement, puis on a fait des parties, puis on a sorti les guitares, puis on a chanté. Il n'y a pas grand monde, il n'y a pas du meilleur monde au monde que les gens des îles. Tu le sens que ces gens-là sont là pour les bonnes raisons. Un Pascal Bérubé, un Pascal Paradis, Catherine qui est dans ma région à Terrebonne, ou même Paul, que j'ai eu la chance, je l'appelle Paul, je m'excuse, j'aime pas ça dire PSPP, puis Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est long, fait que je dis Paul comme si... C'était à mon body. Donc, René Lévesque, on l'appelait René. Oui, peut-être aussi parce qu'il y a une certaine proximité. Donc, oui, je pense qu'il y a ces gens-là qui sont de bonnes personnes. Et je ne sais pas si vous allez être d'accord, mais je pense qu'on dirait, en tout cas, que j'ai jamais senti autant de polarisation au niveau politique. On n'a jamais entendu, vous êtes plus jeune que moi un petit peu, mais moi, depuis que je suis de la politique, j'ai 48 ans, j'ai jamais senti un aussi grand clivage, une aussi grande animosité entre la droite et la gauche et les gens dans les extrêmes et tout le monde qui s'accuse. Est-ce que c'est à cause de l'Internet? Est-ce que c'est à cause des clics, des algorithmes? Plus on attaque, plus les titres, plus il y a des algorithmes, plus de monde qui répondent méchamment, bon, ça génère des algorithmes, mais je pense qu'il faut s'éloigner de ça. Je pense que, tu sais, c'est pas bon pour personne d'attaquer. Je vois beaucoup d'attaques. Je vais te donner un autre exemple, puis c'est pas pour parler contre lui, parce que j'ai beaucoup de respect pour l'individu. Exemple, je voyais puis quand tu as dit tout à l'heure des gens de la gauche un peu plus radicale qui s'attaquent à Paul Saint-Pierre Plamondon, moi, le premier nom qui m'a venu en tête, c'est Alexandre Dumas, qui est un historien, je crois, ou un professeur d'histoire. Et là, si jamais il entend ça, je veux qu'il sache que j'ai du respect pour l'individu, puis c'est pas une attaque envers sa personne. Puis, très objectivement, c'est pas parce que j'ai un parti pris pour un parti politique, mais je lisais beaucoup ces trucs. Il y avait beaucoup de choses. Puis à chaque fois que je lisais ce qu'il écrivait, c'est pas nécessairement que j'étais pas d'accord avec lui. J'étais pas d'accord avec lui sur certains points, mais je trouvais qu'il y avait toujours un petit côté qui allait un petit peu loin dans les attaques ou dans ce genre de choses-là. Puis c'est pas parce qu'il s'attaquait à des gens que j'appréciais, c'est en général. Et tout d'un coup, il a fait un podcast avec Rémi Villemur, où Rémi a cette capacité-là d'entrer dans le débat respectueux. Et tout d'un coup, il a énoncé ses idées, mais de façon, je dirais, beaucoup plus consciencieuse, posée, calme, respectueuse, sans vouloir l'insulter ou quoi que ce soit, qui puisse le faire peut-être à l'écrit, ou dans l'écrit, il n'y a pas de nuance. Quand quelqu'un écrit, on ne voit pas, puis c'est plus vindicatif. Tu es tout seul devant ton écran, tu n'as pas quelqu'un qui pense l'opposé de toi. Tu sais, Rémi, il est plus péquiste, il est plus de droite. Fait que, mais il y a cette capacité-là à rester très respectueux, puis avoir des échanges absolument respectueux. Et bon, pour terminer ça sur une note positive, parce que c'est là que je m'en allais avec ça, j'ai découvert Alexandre Dumas d'une nouvelle manière.
Il a exprimé ces choses en respectant l'opinion de l'autre. Et à beaucoup de moments, Alexandre, autant que Rémi disait « Ah, mais je suis d'accord avec toi. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Là-dessus, je suis pas d'accord. » Et moi, ça m'a fait... Je suis pas quelqu'un qui est à l'extrême, ni du côté gauche, ni du côté droit, mais il y a certains arguments qui ont amené que j'ai fait « OK, peut-être, OK, maintenant, je comprends mieux ce qu'il disait de telle manière parce qu'il le faisait d'une façon qui était peut-être un peu plus calme, posée dans le respect des différences. » Et je pense que c'est là qu'on devrait s'en aller. C'est là qu'on devrait avoir un discours. L'indépendance du Québec ne se fera pas ni à gauche ni à droite. Elle se fera où les gens voudront bien aller, puis on va tous devoir travailler ensemble. Le jour où il y aura l'indépendance du Québec, il faudra mettre dans un même autobus Jeff Fillion, Guillaume Lepage, Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, les gens de Québec solidaire, les gens du Parti québécois, on se bat tous on va se battre tous ensemble pour la même cause. Donc, puis il faut arrêter aussi, je pense, de démoniser aussi. Je ne suis pas un gars de droite, je suis un artiste. Connaissez-vous un artiste à droite? Moi, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup d'artistes ou non. Il y en a quelques-uns. Il y en a? Ah oui? Ben, pendant la pandémie, on en a vu quelques-uns qui ont pris ce chemin-là. Là. Ah oui, peut-être, Ouais, effectivement. c'est vrai, J'ai ok, tendance bon à penser exemple. que par définition, les artistes sont de gauche et des gens qui, avec le cœur sur la main, qui ont de la compassion, qui veulent redonner. On est impliqué dans presque tous les projets humanitaires, sociaux. On veut redonner beaucoup aux suivants. La plupart des artistes, on n'est pas riches. On est dans la classe moyenne ou même, je dirais que la plupart sont pas très riches. Donc, par définition. Mais moi, je ne suis pas nécessairement ni de gauche ni de droite. Je sais que ça fait drôle à dire. On va dire, bon, mais tu veux pas te prononcer. Non, sincèrement. Puis je pense qu'il faut arrêter de démoniser les idées d'un côté ou de l'autre. Puis on va beaucoup plus souvent, vous me direz si je suis dans le champ, mais démoniser les idées de droite que les... Bon, ben, ça dépend dans les extrêmes. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je ne suis pas le premier à démoniser la droite. Au sens où il peut y avoir des idées de droite, par exemple économiques, qui peuvent être intéressantes à un certain moment. Et il faut arrêter dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, dès que quelqu'un penche un peu plus à droite, de le démoniser. Et je dirais la même chose pour la gauche. Moi, si je ne suis pas nécessairement d'accord avec un paquet d'idées de Québec solidaire, ben je ne vais pas non plus les traiter de tous les noms. C'est important, ils essaient de défendre une certaine partie de la population, des gens opprimés, des gens qui ont moins, ils ont une certaine façon de penser, puis je pense que ça peut être fait dans le respect. Donc, toutes les opinions sont bonnes, doivent être débattues, puis il faut toujours partir aussi, je crois, avec l'idée que la personne qui est devant nous, si elle a une idée contraire à la nôtre, elle a quelque chose à nous apprendre. Je pense qu'on peut toujours chercher dans le débat qu'est-ce que cette personne-là a à m'apprendre. Au lieu de fermer mes positions, moi, je déteste les débats. Je trouve ça ridicule, un débat. Mettons, moi, ce que je ferais avec les politiciens, là, au lieu de les mettre puis de débattre, là, puis pendant 1 heure, il faut qu'ils s'ostinent puis qu'ils réussissent à avoir raison, je les enfermerais dans une pièce, là, puis pendant 1 heure, puis je dirais, quand vous sortez de là, il faut que vous soyez d'accord. Il faut que vous sortiez tous les points sur lesquels vous êtes d'accord plutôt que les points... Parce qu'à débattre comme ça, ils ne vont jamais s'entendre, tu sais. Puis il y a peut-être un peu de la joute politique qui impose ça, tu sais. Dans la politique, les partis en opposition, leur job, c'est de se lever le matin et de trouver tout ce que l'opposition a fait pas correct, puis d'aller devant les caméras, puis de les planter, puis de le dire. Malheureusement, la joute politique est un petit peu comme ça. Ça fait partie de la game, comme on dit. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qu'on pourrait... bon, là, peut-être que je tombe trop dans le philosophique. Non, mais je trouve ça intéressant ce que tu dis. Ça me fait penser comme aux communautés autochtones, puis dans les spiritualités autochtones, c'est toujours comme des cercles de discussion. Oui. Puis ça me fait vraiment penser à ça. Là. C'est sûr que c'est comme peut-être pas dans une pièce, là, pas comme un genre de jury, mais un peu cette idée-là que si tu as une perspective comme ça, ben peut-être que tu as grandi dans un environnement, tu as vécu des choses, tu as une perspective que clairement, moi, j'ai pas. Donc, je peux apprendre de toi. Dans ce que tu dis, je le vois comme ça. Puis je trouve ça vraiment intéressant. Fait que j'ai comme fait un petit lien. Je sais pas, j'avoue que je suis pas une professionnelle en spiritualité autochtone, mais je trouve ça beau, cette idée-là de, bien, évidemment qu'on peut juste apprendre de tout le monde. Puis c'est vrai que la job de position, c'est vraiment intéressant de repenser un peu le système, pourquoi on pense comme ça, tout ça. C'est peut-être un peu méta, là, tout ce qu'on dit. Oui, mais quand même. Il y a une belle réflexion à avoir là-dessus, ouais, vraiment. Ouais, Ben oui, parce que l'indépendance, c'est ça que ça va nous permettre de justement redéfinir notre système politique. Fait que cette discussion-là que vous avez, ça se vaut là, complètement. Là, on pense peut-être parce que le PQ a toujours été un parti social-démocrate de gauche, mais c'est ça. Moi, je pense qu'il ne faut pas non plus balayer du revers de la main toutes les idées, puis peut-être s'entendre. Comme tu dis, on tombe un peu dans le métaphysique, mais à un certain moment, quelqu'un qui tombe dans l'opposition pendant 4 ans, mais sa seul job pendant les 4 prochaines années, c'est de se lever le matin et d'attaquer toutes les positions. Bon, maintenant, la politique est faite comme ça, le système est fait comme ça. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à revoir? On ne réinventera pas la politique aujourd'hui, mais c'est sûr que ça n'aide pas au climat, peut-être.
On va revenir à l'indépendance, mais juste Oui. avant, j'aimerais aussi parler de ton parcours parce que Florence y a fait mention quand on était hors d'onde. Tu as eu plusieurs vies. c'est ça. Absolument. Vraiment. Tu as été repêché par le Canadien, premier Ouais. choix du Canadien. En fait, j'ai été le tout premier choix de la Ligue junior majeure du Québec, comme l'ont été Mario Lemieux, Vincent Turgeon, Pierre Turgeon, Vincent Danfous, Alexandre Daigle. Là, j'avais été le deuxième meilleur compteur de la Ligue midget 3 provinciale, derrière Daniel Brière. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, un ancien joueur du Canadien. On voit que le hockey, là, c'est peut-être pas... Ben, tu sais, je suis une fan dans le sens que je suis contente où ils sont rendus, mais je connais pas les statistiques. Non, je t'agaçais. Mais je suis toujours, let's go les Canadiens, là. Oui, évidemment. absolument. Si on me donne des billets, je vais être là, c'est sûr. J'espère. Daniel Brière est un ancien, je pense, compteur de 50 buts dans la Ligue nationale. Il était tout petit, il mesurait 5 pieds 7. Puis moi, j'étais à 15 ans, je mesurais 6 pieds 1,5, 180. Donc tout le monde... fait que j'ai été le tout premier choix avant lui, mais lui, après ça, il a eu une grande carrière dans la Ligue nationale. Après ça, moi, j'ai été repêché le choix de 4e ronde du Canadien de Montréal en 96. Les Nordiques étaient partis l'année d'avant. Avait été vendu au Colorado. Moi, j'étais un gars de Québec. J'ai grandi à Québec. J'avais le N des Nordiques tatoué sur le cœur. Les Nordiques sont vendus au Colorado. Je pleure ma vie. Je suis fâché. J'en veux à la vie, au monde entier. Et l'année d'après, je suis repêché par qui? Mon pire ennemi. Parce que toute la jeunesse, nous autres, la grosse rivalité canadien-nordique, on allait à l'école dans les séries éliminatoires. On avait nos chandails des Nordiques, puis il y avait les chandails du Canadien, sans dire que c'était la guerre, mais c'était pas loin. T'sais. Puis moi, je vendais les billets des Nordiques à mon école secondaire. Il y avait une personne attitrée dans chaque école secondaire, puis tu avais des quotas. Si tu vendais, à l'époque, c'était 5 $. Puis tu étais dans les blancs en haut où on manque d'oxygène, là, dans les billets tellement loin que les joueurs étaient gros comme ça. Si, mettons, je vendais 10, 15 ou 20 billets, ben là, j'avais le droit à un billet gratuit. Fait que là, c'était ma façon de me motiver pour les vendre parce que j'allais voir les Nordiques. Donc, le hockey a fait partie de ma vie longtemps. Ça a été une belle école. Ça m'a appris la discipline, ça m'a appris à travailler fort. C'est un monde qui est extrêmement difficile. Mon Dieu, je pourrais écrire un livre là-dessus. Il y a des valeurs dans le hockey qui, à mon sens, à moi, ne passent pas. J'espère aujourd'hui que le hockey a assez changé, évolué, qu'on est rendu ailleurs un petit peu pour beaucoup de raisons, mais ça serait un podcast complètement différent. On pourrait en parler longtemps. J'ai vécu, ça m'a amené à jouer 4 ans professionnel aux États-Unis. J'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu dans la région dans le coin de Chicago, j'ai vécu à Virginia Beach, à Portland. J'ai joué pour le club école des Capitals de Washington à Portland, dans le Maine, et j'ai aussi joué à Seattle. J'ai joué en Californie dans un club école des sénateurs d'Ottawa. Fait que j'ai fait tous les États-Unis. Fait que ça, au niveau de ma culture générale, au niveau de comprendre le peuple américain, sa politique intérieure, internationale, ça m'a apporté énormément de pouvoir vivre là, de parler parfaitement anglais aussi. Aujourd'hui, je suis très fier, je suis trilingue, je parle parfaitement anglais, français, espagnol. Donc, encore une fois, la langue, c'est une richesse. Pouvoir parler d'autres langues, de comprendre qu'est-ce qui se passe là-bas. Même l'espagnol, j'ai appris l'espagnol, je le parle, j'ai fait un album en espagnol, j'ai chanté partout dans le monde latin. Donc, ça m'a amené à une grande ouverture aussi sur la culture latine. Donc, j'ai eu cette vie-là. Et à l'âge de 24 ans, j'ai eu beaucoup de blessures, pour faire un résumé rapide, puis j'ai décidé d'abandonner ma carrière d'hockeyeur pour devenir chanteur. Moi, je jouais du piano classique de l'âge de 5 ans à 15 ans. Et ensuite, j'ai commencé à jouer de la guitare et à chanter vers 19 ans. J'écrivais beaucoup, un passionné de littérature, de poésie. Puis à 19 ans, quand j'ai commencé à jouer de la guitare, moi, depuis 12 ou 13 ans, je passais des heures et des heures dans ma chambre à écrire de la poésie. J'avais des cahiers de poésie, j'en avais là, assez. Je vous raconte une anecdote. J'avais 19 ans, je jouais junior, puis le soir, j'écrivais de la poésie dans ma chambre. On n'avait pas d'Internet dans ce temps-là. Je ne suis pas si vieux que ça, mais quand même. Je passais tellement de temps dans ma chambre le soir à lire de la poésie, de la littérature, puis à écrire des poèmes, qu'à un certain moment, ma pension, parce que dans le junior, tu vis dans une famille de pension, m'avait fait un genre de meeting. Il pensait que j'étais dépressif. Il comprenait pas. Tous les joueurs, le soir, sortaient, allaient se rejoindre, allaient prendre une bière, jouaient aux cartes, aux games. Dans ça, c'était les Game Boy, les jeux vidéo. Puis ils m'ont dit, Étienne, est-ce que ça va? Tu sais, j'étais comme, oui, ça va. Mais est-ce que tu es sûr? Est-ce que il y a quelque chose que tu voudrais parler? Parce que tu es toujours dans ta chambre. Tu sais, est-ce que tu voudrais pas sortir plus? Ou, tu sais, j'ai dit, non, c'est parce que je lis, c'est parce que j'écris, je trippe. Et puis là, à l'âge de 19 ans, mon ami jouait pour les Tigres de Victoriaville. C'est là que, je te fais tout un parallèle. Je sais pas si c'est intéressant, mais moi, te le dire quand même. C'est là que j'ai connu Éric Lefebvre, qui à l'époque était gérant d'un gym et c'était notre préparateur physique. Ah ouais, c'est lui qui nous entraînait, puis c'est comme ça que je l'ai connu. Puis des années plus tard, j'ai chanté à son mariage. Monsieur Legault était là, j'ai fait chanter Monsieur Legault aussi. Ça, c'est une autre histoire. Et puis, je disais ça pourquoi j'ai fait un grand détour pour te dire que, bon, j'ai joué 4 ans professionnel, j'ai décidé de lâcher le hockey et là, j'ai passé par Star Academy. J'ai auditionné à Star Academy, j'ai été choisi, puis ça a été la porte qui m'a été entrouverte comme ça dans le show business pour après y faire ma place. Puis là, ça fait 22 ans de carrière, 10 albums, 2 livres, conférencier.
Fait que j'en ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Mais là, t'es passé vite sur tout ça. Oui, j'ai fait un résumé, j'ai fait ma biographie. Ben, moi, je veux en parler. Parfait. Parce que là, déjà, les Nordiques, moi, tu m'as convaincu. Celles et ceux qui écoutent les épisodes le savent, je suis un passionné des Nordiques. Je ne les ai pas connus. Est-ce que tu viens de Québec? Non, je ne viens pas de Québec. Non? Je viens de Shawinigan. Mais j'ai connu la série Montréal-Québec. Oui! Puis là, moi, je prenais pour Québec. Il y avait La Fleur de Lys. Et là, pas mal, je suis devenu un indépendantiste que j'ai commencé à me questionner là-dessus avec la chanson Et ma Québec de Loco Locas. Bref, Oui. je ne vais pas le raconter. Je l'ai raconté souvent. Mais j'aime beaucoup les Nordiques. Fait que toi, quand t'es as vu jouer, tu vendais des billets. Quand ils partent, c'est une peine d'amour phénoménale. Écoute, on s'identifiait tellement aux Nordiques. La ville de Québec vibrait complètement au diapason des Nordiques. La ville arrêtait de vivre et de respirer quand il y avait un match de séries éliminatoires, encore plus quand c'était contre le Canadien. Ma mère, dans les séries éliminatoires, on faisait des soirées. À l'époque, les matchs étaient encore à la télévision. Public, là, c'était pas payant comme aujourd'hui avec les chaînes spécialisées. On faisait des parties en blanc. Quand les Nordiques jouaient, il y a un moment donné, ils avaient fait ça, là, dans les estrades, les gens étaient en blanc, mais nous autres, on s'était habillés en blanc. Ma mère faisait un gâteau à l'effigie des Nordiques. C'était la folie. Le lendemain, il y avait presque des chicanes à l'école, comme je te disais tout à l'heure. Donc, le sentiment d'appartenance était très, 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 très fort. Il y avait cette rivalité-là aussi entre Québec et Montréal qui était quelque chose à vivre. Là. C'était vraiment quelque chose. Ça vibrait jusque dans le fond de nous. Tu sais, c'était très rassembleur, le hockey. On n'a pas connu grand-chose au Québec qui a rassemblé les Québécois plus que ça. À l'époque, moi, autant mon grand-père Drapeau que mon grand-père Terrien, c'était sacré, c'était une religion. Hein? Même si on prend aujourd'hui Maurice Richard, qui était l'idole d'un peuple, qui représentait un peu la fierté franco-canadienne ou québécoise envers l'establishment un peu anglais. Donc, tout ça, ça nous a rapprochés, les Québécois. Ensuite, les Canadiens ont eu des grosses années. La dernière fois qu'on a gagné la Coupe Stanley, je pense que c'est à ce moment-là, c'était en 93. Je pense qu'il y avait 12 ou 13 joueurs québécois. Il y avait encore beaucoup, beaucoup de sentiments d'appartenance. Il y avait beaucoup de joueurs québécois. C'était à ce moment-là que c'était encore important chez le Canadien d'avoir beaucoup de joueurs québécois. Malheureusement, aujourd'hui, ça, c'est quelque chose que je trouve triste. C'est un peu revenu, j'ai l'impression, avec l'arrivée de Chantal Maccabé dans l'organisation. Peu, mais c'est certainement pas comme avant. Là. Mais j'aurais souhaité... Moi, je souhaiterais qu'on ait beaucoup plus de joueurs québécois dans l'équipe. Mais je pense que, tu sais, Star Academy, pour ne pas le nommer... Les espèces de soirées dominicales, là, le dimanche soir, là, je pense que ça l'a aussi c'était aussi un tissu social très fort pour les gens au Québec. Tu as eu le hockey, puis là, dans les années de Star Academy, il y avait 3 millions. Quand moi, je l'ai fait en 2004, il y avait 3,5 millions de personnes qui écoutaient Star Academy. Là, du jour au lendemain, j'étais un inconnu, je chantais dans les bars à Québec. Le lendemain de Star Academy, ou que je suis éliminé de Star Academy, je m'en vais me promener au centre d'achat. Tout le monde m'appelait par mon prénom. Hey, c'est Étienne, 3,5 millions. On était sur toutes les revues. C'était un phénomène social. C'était complètement fou là, comme phénomène. Donc, j'ai eu la chance de vivre beaucoup, beaucoup de belles choses à travers ma vie. Et puis là, après Star Academy, ça m'a amené à lancer mon premier album puis à être ici avec vous aujourd'hui. Ouais. Puis là, moi, je me demande comme cette partie-là, genre en espagnol, ce côté-là, comme toute la culture latine, tout ça, d'où ça vient ton intérêt pour ça après Star Academy? Est-ce que c'était même pendant Star Academy, t'avais cet intérêt-là pour ça? Ou... Ça, c'est très intéressant comme question. Puis tu vas voir, je vais te faire un beau parallèle avec ça. Après Star Academy, j'ai fait 5 albums en 10 ans. OK? Date pour date aux 2 ans. Okay, je faisais un album, j'étais crinqué, je voulais réussir. J'ai eu des numéros 1 à la radio, j'ai fait des centaines de spectacles, j'ai eu des nominations à la disque. Donc moi, là, je voulais faire ma place. J'étais un crinqué, j'étais un joueur de hockey, comme on dit, un crinqué. Je fais le geste, tu vois, avec mon bâton de hockey quand je dis ça, même si je suis dans la musique. Donc je lançais un album, je faisais 2-3 mois de promotion, je partais ma tournée. Et mettons, ça prenait 6 mois. Puis après 6 mois, il fallait déjà que je réécrive un autre album parce qu'il fallait que je l'écrive, mettons, en 6-8 mois. Après ça, tu rentres en studio un autre 6-8 mois, puis il faut que tu lances ton premier extrait à la radio au moins 6 mois avant que l'album sorte. Donc, pendant 10 ans, j'ai fait ça sans arrêt. C'est une roue qui tourne. Tu lances ton album, pars en promotion, pars en tournée, réécris ton autre album 1 an à l'avance, parce que dans 1 an, il faut que tu le lances. Fait que j'ai fait ça pendant 10 ans. Puis à un certain moment, je me suis un petit peu épuisé de faire des albums pour que ça joue à la radio, parce que là, bon, à un moment donné, tu fais des chansons que t'aimes, mais là, à un certain moment, tu te dis, bon, là, il faut que ça joue à la radio, fait qu'il faut que ça sonne comme ci, comme ça. Et puis, une des principales raisons qui m'ont amené vers la culture latine, c'est qu'à un certain moment, j'étais fatigué puis épuisé de voir à quel point c'était difficile pour nous, les artistes québécois, de faire notre place, à quel point c'était difficile de se battre, de faire rentrer nos chansons dans les radios. À un certain moment, tu as un hit, tu penses que ça marche, après ça, c'est plus difficile. Et là,
je suis allé tourner un vidéoclip. Je ne parlais pas un mot d'espagnol. J'avais jamais mis un pied à côté de l'autre pour danser. J'étais un joueur de hockey 6 pieds 2, 210 livres. Tu sais, j'étais barré. Là, comme la plupart des Québécois, on n'est pas très soivés, les Québécois. Hein? C'est pas dans l'ADN des Québécois, des gars du Nord et du froid de danser la salsa, la bachata. Donc, mon quatrième ou cinquième album, on s'en va tourner un vidéoclip en République dominicaine dans un petit village de pêcheurs qui s'appelle Rio San Juan. Pourquoi? Parce qu'un des producteurs dit, la chanson s'appelle « Je suis amoureux ». Je connais un petit village qui est un paradis en République, loin des hôtels. Et toi, tu vas être le gars qui est tanné de la vie. Puis là, il part en complet, puis sur un coup de tête avec une valise, puis il s'en va là, puis il s'en va dans le visage, puis il tombe amoureux d'une jeune fille. Là-bas. T'sais, on a vraiment pris une jeune fille, j'étais plus jeune à l'époque, là, une jeune femme pour le vidéoclip. Et je suis arrivé là et j'ai découvert toute la fierté que les Dominicains ont envers leur langue, envers leur culture, envers leur musique, envers leur danse, envers leur nourriture. La fierté que ces gens-là avaient, j'en étais jaloux. Et ça m'a frappé et ça m'a fâché parce que moi, ça faisait un petit bout que je trouvais que dans le milieu artistique au Québec, on n'est pas fiers assez de nos chanteurs québécois. Présentement, les artistes québécois représentent 5 % de toutes les écoutes sur les plateformes. Donc, il y a une espèce d'incohérence entre ce qu'on dit qu'on est. Le 24 juin, on sort nos drapeaux. Hey, on est fiers d'être Québécois, mais dans nos gestes, dans nos actions, on dit tout le contraire. Ah ouais, on est fiers d'être Québécois à la Saint-Jean, mais on écoute 5 % de musique québécoise. Puis là-dessus, il y a quoi? Il y a 2 % probablement que c'est Charlotte Cardin, puis qu'on admire, qui est une femme extraordinaire, talentueuse et qui a fait le choix, puis c'est très correct de chanter en anglais. Puis il y a peut-être un 2 % que c'est les Cowboys fringants, parce qu'ils ont environ 10 tunes dans les plus écoutées. Puis il reste quoi? 1 ou 2 % tu sais? Donc, ça, c'est quelque chose qui m'habitait, ce sentiment-là de trouver que c'était difficile puis qu'on faisait pas assez de place dans la musique francophone. Dans les radios, par exemple, il y a un quota de 60 %. Mais depuis des années, tout le monde le sait. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais tout le monde le sait que dans les heures de grosse écoute, on joue beaucoup d'anglophones et le francophone, c'est de 8h à minuit. C'est 100 % franco de 8h à minuit parce que à ce moment-là, les gens écoutent beaucoup moins. Fait que là, on passe notre musique francophone. Les Québécois, le 24 juin, on sort nos drapeaux, mais combien de gens qui me disent, et ça, j'en fais des boutons, « Ah ben moi, ouais, t'as des bonnes tunes, mais moi, j'écoute pas ça du Québécois. Moi, du Québécois, j'écoute pas bien ça. Moi, j'écoute pas bien des séries québécoises ou du Québécois. » Comme si on renie notre propre culture, notre cœur, notre âme, notre langue, c'est ce qu'on est, c'est notre origine, c'est ce qu'on représente, c'est notre âme, notre cœur. Et puis, c'est ça, je suis arrivé en République dominicaine et ça m'a frappé parce que j'ai jamais entendu un latino dire « Hey, moi, j'écoute pas ça de la musique latine. » Ces gens-là n'écoutent que ça. Tu n'entendras jamais un latino dire « Ah, moi, j'écoute pas ça du latino. Ah, moi, j'écoute pas ça. » Non, ces gens-là sont tellement fiers de leur culture. On a énormément à apprendre d'eux autres. Moi, j'arrive à Santo Domingo, dans la capitale, et qui est un peu comme le Vieux-Québec. Il y a une rue piétonnière. Je sors le matin prendre mon café, je m'assois sur une terrasse. Il y a des petits haut-parleurs partout sur la rue. C'est de la bachata, c'est du merengue, c'est de la salsa. La bachata, qui est un style musical, le merengue, son patrimoine mondial à l'UNESCO. C'est une richesse nationale déclarée de leur pays. Je m'en vais au restaurant le soir. Les gens qui se promènent, qui jouent de la guitare autour des tables, nous chantent des chansons, des classiques en espagnol. Le soir, je m'en vais dans un cabaret, 12 musiciens dominicains qui nous jouent de la bachata, du merengue. Je m'en vais au gym. C'est de la musique en espagnol qui joue. Ces gens-là ont une fierté. Les drapeaux dominicains sont tapissés partout. Alors que nous, parfois, je trouve qu'il nous manque ça. Là-bas, les gens écoutent cette musique-là. Ici, on dirait que tout ce qui est en anglais est souvent plus cool que les artistes québécois. Tu sais, il y a certains des plus grands festivals au Québec, tu sais, comme 90 % de la programmation va être en anglais. Puis les gens vont venir, mais peut-être que dans ces grands festivals-là, peut-être que oui, la tête d'affiche pour attirer 50, 75 ou 100 000 personnes pourrait être un gros artiste anglophone. Mais pourquoi dans la première partie et l'autre partie avant, on n'obligerait pas de mettre des artistes francophones? Tu sais, par exemple, au Festival d'été de Québec, on met le gros nom qui va attirer, oui, beaucoup de gens, des centaines de milliers, mais en première partie, pourquoi on ne mettrait pas des artistes, donner la chance à des artistes francophones? Il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, et là, c'est pas une critique négative que je veux faire envers le Festival d'été de Québec parce que je viens de Québec puis je ne l'ai pas encore fait puis j'espère qu'ils vont me prendre un jour. Fait que je dirais pas des choses contre... Je parle pas contre le Festival d'été de Québec, mais il y avait eu un genre de mini-scandale il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années où quelqu'un de haut placé au Festival d'été de Québec, je me souviens pas si c'était le président, avait dit ça dans les journaux puis ça avait fait beaucoup parler. Il avait dit on peut pas, malheureusement, mettre d'artistes québécois sur les grosses scènes parce que les artistes québécois n'attirent pas les grosses foules. T'sais? Là, j'ai dit, OK, on fait de la pensée circulaire. Si on met ça dans la tête des gens,
On peut pas mettre d'artistes québécois sur les grosses scènes, les headliners qui appellent parce qu'ils attirent pas assez de monde. Ben là, les gens vont dire, ben les artistes québécois sont pas bons. Puis tant qu'on n'en mettra pas sur les grosses scènes, ben les gens les découvriront pas. Tu sais, prends par exemple une fille comme Sarah Dufour qui est extraordinaire. Je pense qu'à un certain moment, elle faisait toutes les premières parties des Cowboys fringants sur les grosses scènes. Ben, ça a permis à Sarah de se faire découvrir, de se faire connaître. Ça lui prenait le talent, mais c'est aussi un peu, je pense, grâce à ça qu'elle a réussi à devenir l'artiste qu'elle est aujourd'hui. Si elle n'avait pas eu accès à ces gens-là, les deux frères, quand ils ont commencé, ils faisaient les premières parties de Mario Pelcha. Donc, je pense qu'il y aurait peut-être un petit peu à gagner. Puis une chose que, des fois, je dis, par exemple, un autre exemple, je vais vous donner si jamais le maire Marchand nous écoute à Québec, on va lui faire une suggestion, un petit commentaire constructif. Je ne sais pas s'il y a quoi que ce soit à voir avec ça ou il y a un pouvoir décisionnel là-dessus, mais je ne suis pas certain. Mais je te donne un exemple. L'année passée, je faisais ma tournée de Noël. J'avais une vingtaine de spectacles et je faisais mon spectacle au Palais Montcalm à Québec. Pour mon test de son, je stationne mon auto, je sors de l'auto. Et j'arrive, puis là, j'entends des touristes. Ça parle anglais, tout ça. C'est normal. On est dans le Vieux-Québec, puis on est très fiers et heureux d'accueillir des gens de partout. Et il y a la belle patinoire, je ne sais pas si tu es déjà allé à Québec, la belle patinoire au Carré-Douville où les gens patinent, c'est féerique, tu as l'arbre de Noël. Et qu'est-ce qu'ils jouent dans les speakers? Puis là, excusez-moi pour l'anglicisme, qu'est-ce qu'ils jouent dans le système de son? C'est de la musique genre Jingle Bell. C'est de la musique en anglais. Okay. C'est de la musique de Noël en anglais, genre, tu sais, les grands crooners américains. Puis là, je fais comme non, vous me niaisez. Tu as toutes sortes de touristes, tu as des gens autour. On est à Québec, dans la capitale nationale, et c'est de la musique en anglais qui joue dans cette place-là. Excusez-moi l'expression, je voulais me péter la tête dans tous les murs. J'étais comme, mais quelle occasion perdue de faire découvrir notre culture. Moi, je me dis, il devrait y avoir une règle, il devrait y avoir une loi municipale qui fait que ce n'est que de la musique en français qui joue dans un endroit aussi historique que le Vieux-Québec. Pas que le Vieux-Québec, mais au moins que le Carré-Douville, la patinoire. Et pourquoi pas s'inspirer de la République dominicaine qui... sur la Calle del Conde, la rue principale qui est piétonnière dans la zone coloniale très historique en République dominicaine, ce n'est que de la musique en espagnol et ce n'est que de la bachata et du merengue. C'est leur musique typique. Donc, pourquoi nous, on n'aurait pas ça sur la rue Saint-Jean ou je ne sais pas c'est quoi l'équivalent de cette rue-là à Montréal, Saint-Paul ou... Ben, tu sais, par exemple, juste comme Saint-Laurent, il y a tellement de gens, là. Genre, je veux dire, là, des fois, ils piétonnent l'été aussi. Puis, genre, le soir, il y a plein de monde qui sort, il y a plein de terrasses. Ça pourrait être tellement, genre, le fun qu'il y a des enceintes de son, ouais, systèmes de son. Puis tu sais, je le disais tantôt. Des haut-parleurs, merci. Ben oui, tu sais, puis on parle souvent de l'identité québécoise. L'identité, c'est ce qu'on fait à tous les jours. C'est pas ce que l'on dit, ce qu'on est. C'est ce que l'on fait, ça, c'est dans nos gestes. Puis il y a une phrase que j'aime beaucoup, que je dis souvent dans mes conférences. Le mot identité vient de deux termes latins, essensitas, qui veut dire être, et identidem, qui veut dire plusieurs fois. Donc, notre identité... Ça veut dire quoi, en quelque sorte? C'est notre être répété. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on pratique à tous les jours. Donc, notre identité, tranquillement, on se dit québécois, on se dit fier d'être québécois, mais dans ce qu'on fait tous les jours, dans les décisions qu'on prend, dans nos gestes, dans nos actions, est-ce qu'on va vers ça ou est-ce qu'on s'éteint lentement? Mais sûrement, est-ce qu'on est en train de mourir à petit feu? On le voit que le poids démographique des francophones ne cesse de diminuer. La place du français à Montréal ne cesse de diminuer. Les écoutes de musique sur les plateformes comme Spotify, YouTube ne cessent de diminuer. Là, les gens vont dire « Ah, c'est ça, les souverainistes ou les indépendantistes n'arrêtent pas de dire « Ah, on est des pauvres victimes. » On n'est pas des victimes, c'est des faits. Moi, la mentalité de victime, je ne l'ai pas. J'en suis pas une victime. Sauf qu'il faut se rendre à l'évidence qu'on est en train, lentement mais sûrement, de disparaître et de perdre cette identité-là qui est la nôtre. Il faudrait peut-être regagner cette identité-là, poser des gestes. Ça a l'air niaiseux, mais chaque petit geste compte. Si, à Québec, au Carré-Douville, on met de la musique francophone, si on la met dans la rue, si on prend des décisions qui s'en vont vers quelque chose qui fait la promotion de la langue française, si dans les écoles, je ne sais pas, moi, quand j'étais jeune, à la chorale de l'école, on chantait que de la musique en français. Je ne sais pas si vous autres, dans votre génération, il ne devait pas avoir de chorale à l'école, hein? Un peu, oui, des cours de musique. Oui, c'est en français. Il y a vraiment un souci. Là, j'étudie en enseignement secondaire, puis il y a vraiment un souci de présenter la culture ou d'analyser des chansons québécoises. De même, là, vraiment, c'est comme inclus dans le PFEQ. Il faut le faire. Il y a ce souci-là. Mais, je veux dire, ça reste toujours le choix de l'enseignant. Tu n'es pas pénalisé si tu le fais pas. Dans le sens que c'est... Tu sais, je veux dire, évidemment que moi, j'aime ça le faire parce que j'aime la musique, puis il y a tellement de beaux artistes, mais... C'est vraiment suggéré. Les enseignants sont poussés à le faire. Après, est-ce qu'ils le font ou non? C'est dans leur classe que ça se passe. Parce que tu vois, moi, quand j'étais au primaire, on avait la première année, deuxième année, troisième année du primaire, on avait une petite chorale et les premières chansons qu'on a chantées, c'est Félix Leclerc. La première chanson que j'ai chantée dans la chorale de l'école avec sœur Marie-Berthe, c'est elle qui me faisait faire mes cours de piano et la chorale à l'école.
C'était l'hymne au printemps de Félix Leclerc. Tu sais, les blés sont mûrs et la terre est mouillée, les grands labours dorment sous la gelée. Puis je me rappelle que j'étais tout petit en première année, puis j'ai fait quoi? J'ai fait « Oh mon Dieu, c'est qui ça, Félix Leclerc? Les blés sont mûrs, les grands labours dorment sous la... » C'est quoi ça, les grands labours? Et même tout petit à cet âge-là, je sais pas moi, 5, 6 ans, 7 ans, les grands labours, il y avait des mots, il y avait du vocabulaire. J'ai tout de suite découvert la richesse, le pouvoir des mots. Ça m'a tout de suite parlé. J'ai eu envie de découvrir, j'ai eu envie d'aller... À l'époque, on n'allait pas googler, on prenait un dictionnaire puis on cherchait labour. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça, je pense que ça serait des C'est quoi un dictionnaire? Non, je pense que c'est tous des petits gestes, tu sais, notre identité, qui l'on est, c'est chaque petit geste, chaque petite chose. C'est Aristote qui disait « L'excellence n'est pas un acte, c'est une habitude ». Donc, ce qu'on est, c'est pas ce qu'on dit qu'on est, c'est ce qu'on fait tous les jours. Donc, c'est la même chose pour la langue, pour l'identité. Si on veut avoir une identité, si on veut pas qu'elle s'efface lentement mais sûrement, il faut poser ces gestes-là. Il faut trouver tous les gestes. Il n'y a pas de petits gestes. Donc, il faudrait faire tout ça. Il faudrait redonner cette fierté-là à nos jeunes, à tout le monde. Il faudrait enlever la peur. On en a parlé beaucoup de la peur, mais je ne sais pas si je l'ai dit tantôt, mais il y a une phrase que j'aime beaucoup du grand philosophe stoïcien Sénèque qui dit la peur, le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité de la surmonter, de la vaincre. Donc, tu sais, c'est correct, on peut en parler de la peur, mais il faut avancer. On dirait des fois, là, je m'en fâche tellement que je suis excité quand je parle de ça ou que ça me prend au trip puis que j'ai envie d'en parler puis j'ai envie de communiquer ça. Je sais que je suis chanteur, je sais que dans mon public, il y a toutes sortes de monde, il faut que je fasse attention à tout ça, mais on dirait que j'aurais tellement envie de dire aux gens, fonçons, allons-y, il n'y a pas un peuple qui a obtenu sa liberté puis qui l'a regretté. Est-ce qu'on veut rester dans le statu quo, dans le confortable? Est-ce qu'on veut rester là-dedans parce que on ne veut pas avancer ou on veut se prendre en main, on veut devenir quelque chose comme un grand peuple, on veut devenir libre, on veut prendre nos décisions, on veut exister à l'international, on veut avoir un drapeau, une hymne nationale, une équipe Québec, être fier de qui l'on est. Puis c'est pas contre personne. Moi, je suis pas contre les fédéralistes. Moi, j'ai habité, j'ai joué au hockey dans les Maritimes, j'ai joué ailleurs. On n'est pas contre les gens du reste du Canada. On est pour nous, pour la langue française, pour notre identité, pour la culture. On est un peuple distinct, on est une nation. Puis, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on avance. C'est qui disait ça ne pourra pas toujours ne pas arriver? C'est Gaston Miron. Gaston Miron, hein, c'est ça, merci. Encore une fois. Moi, j'ai une question pour toi. Tu parlais de les gens qui disent comme « J'écoute pas ça, genre le québécois », comme si c'était un genre de musique, comme si c'était genre le métal. T'sais. Moi, j'écoute pas genre le québécois. Est-ce que tu aurais comme des conseils? Mettons, je sais pas moi, quelqu'un nous écoute puis il réalise que « Oh mon Dieu, c'est vrai, j'écoute juste peut-être 5% de québécois. Qu'est-ce que je fais pour en consommer ou... découvrir des nouveaux groupes ou qu'est-ce que tu suggérais? C'est intéressant parce que malheureusement, on se bat contre les algorithmes. Hein? Parce que de nature, on va écouter plus les plus gros hits dans la culture anglo-saxonne qui nous viennent d'un peu partout, surtout des États-Unis. Donc, plus on écoute et on consomme ça, plus les algorithmes sur YouTube ou sur Spotify nous remettent ce genre de musique-là. Donc, c'est sûr qu'il y a un effort à faire pour aller découvrir un petit peu de musique québécoise. Je pense que peut-être, puis là, je vais utiliser des gros mots, puis je vais peut-être me faire taper ses doigts en disant ça. Il y a peut-être, j'ose le dire à peine à mots couverts, un petit réflexe. On était un peuple qui a été colonisé, on a été un peuple qui a été, bon, le mot est peut-être fort si je dis asservi. C'est vrai. On a été conquis et annexés. On a été conquis et annexés. On a tenté de nous assimiler depuis longtemps, depuis l'acte d'Amérique du Nord britannique. Puis ça a été par écrit. Là. C'est dans l'histoire. Je recommande à tout le monde d'aller lire le livre Les Premiers Canadiens. Est-ce que tu as lu le livre Les Premiers Canadiens? Extraordinaire pour voir à quel point, quand Mark Carney a dit sur les plaines, là, que c'est à partir de la bataille des plaines que ça a été... On a choisi la collaboration. On a choisi la collaboration, mon Dieu. Retournez lire des livres d'histoire, la belle collaboration, vous allez voir que c'est pas tout à fait ça. Là. J'ai trouvé ça un peu spécial. Il n'a pas fait son secondaire au Québec. Ben, peut-être, effectivement. Tu sais. Mais c'est ça, je pense qu'il y a un petit effort à faire pour aller découvrir un petit peu plus de la chanson francophone. Les algorithmes jouent un petit peu contre nous. Et il y a un réflexe, c'est ce que j'allais dire, un petit peu, je pense, de coloniser. Depuis que le monde est monde... Non, pas depuis que le monde est monde, excusez, c'est une expression, là, je parlais au sens figuré, mais depuis des centaines, depuis 200, 250 ans, les gens qui étaient dans l'establishment, les gens qui étaient au pouvoir, la langue du pouvoir, la langue de l'argent, la langue du contrôle, c'est l'anglais. Fait que dans notre ADN, depuis 200, depuis 250 ans, quand tu voulais accéder au pouvoir, il fallait que tu parles anglais, il fallait que tu t'acoquines avec l'anglais. Fait que je pense que c'est dans nos gènes, je pense que c'est dans l'ADN du Québécois, malheureusement, de nous, de tout le monde, que tout ce qui est en anglais est plus cool. Tu sais, la même chanson en français romantique au piano, c'est en français, c'est une belle toune, mais
oh, tu sais, c'est un peu quétaine. Mais la même chanson chantée par Adele, piano-voix au Bruno Mars qui dit la même chose. C'est Adele qui va chanter Never mind, I'll find someone like you. Ah, ne t'en fais pas, je trouverai quelqu'un comme toi. Je t'appelle pour te dire que je t'aime. Tu sais, ça, là, ben, c'est en anglais, ça sonne bien, puis c'est cool, mais c'est la même chose. Une artiste francophone québécoise qui sortirait la même balade, tu sais. Quand tu dis, moi, j'écoute pas ça du québécois. Fait que je pense qu'il y a quelque chose là-dedans. Il faut se réapproprier notre langue. Il faut se réapproprier cette fierté-là de notre langue, de qui l'on est. Des trucs, des conseils, tu sais, de peut-être faire un effort La plupart des gens au Québec, on pense en français, on chante en français, on jase en français, on dit « je t'aime » en français. Quand on fait l'amour en français, quand on regarde son conjoint et sa conjointe, qu'on lui dit « je t'aime », c'est pas la même chose que de dire « I love you ». Moi, j'ai habité aux États-Unis, j'ai eu une copine anglophone pendant 2 ans. Puis quand je disais « oh, my love, oh, darling, oh, sweetie, I love you so much, oh, you're my love », il y a quelque chose en dedans de moi qui ne vibrait pas pareil. C'est pas la même chose. On ne pourra jamais se séparer de cette langue-là qui fait notre différence. On a une langue, on a une culture qui nous est tellement propre qu'on doit en être fier. Je sais pas, il y a quelque chose dans le fait de voir Vincent Vallière qui était au MTLUS l'autre soir puis qui chantait des chansons puis tout le monde chantait avec lui puis j'étais comme, j'en avais des frissons, j'en avais pas des larmes aux yeux mais je trouvais ça tellement beau puis je trouve qu'on en a plus beaucoup, énormément aujourd'hui. Donc les jeunes, soyez fiers de qui l'on est, de notre différence. On a réussi depuis 400 ans à garder cette différence-là, cette fragilité-là qui nous rend si forts. Et c'est pas pour la laisser aller comme ça puis mourir à petit feu. Tu sais, dans la vie, qu'est-ce que tu veux être? Tu veux être pareil comme tout le monde ou tu veux ton unicité? Tu sais, dans la vie, il me semble que je sais pas, moi, je veux être quelqu'un. Ben, nous autres, on l'a, ça. On est les petits irréductibles Gaulois d'Amérique du Nord qui ont réussi à garder leur fait francophone, leur culture. Donc, je dirais, je sais pas, les jeunes, peut-être d'aller faire un petit effort pour découvrir, c'est ça, des artistes québécois. Mais vous autres, est-ce que vous sentez que dans votre génération, il y a un retour vers la musique québécoise ou Ça c'est dépend, encore je pense, difficile? je sais pas toi, là. Ça dépend, mais je pense qu'il y a quand même... En fait, tu sais, je pense que quand j'étais jeune, je pensais que les artistes québécois, c'était un peu un genre de musique parce que, mettons, les cowboys, c'est comme folk. Puis là, moi, peut-être que j'aime pas tant le folk à genre 16 ans, là. Fait que là, je me dis, OK. Fait que c'est ça, le québécois, c'est comme un genre. Mais plus je vieillis, je trouve des artistes qui m'ont ressemblé, comme, mettons, genre Les Louanges ou Hubert Lenoir. Moi, personnellement, c'est ça que j'aime écouter. Fait qu'il y en a des artistes que c'est plus ton style, ton genre de musique. Ouais. Il y a tous les genres, même du métal, là, comme on a des bands de métal québécois. Donc, fait que je veux dire, t'as comme pas vraiment d'excuses, je pense. Mais après, il faut que tu fasses ta recherche. Si t'aimes le métal québécois, il va falloir que tu fasses ta recherche parce qu'il y en a. Mais tu vas pas les avoir sur Spotify comme si t'aimes le métal, tu vas avoir Metallica, tu sais. Mm-hmm. Fait que je pense que oui, mais il faut faire un peu, justement, ce pas de plus. Mais je pense qu'il y a quand même un peu une tendance. Après, peut-être que je suis dans une chambre d'écho, là. Donc, là, mes amis, oui, tout le monde aime les louanges, mais c'est Lou Adrienne Cassidy aussi, mais comme... Est-ce que c'est juste mon cercle, peut-être? Là? Fait que... Mais il y a aussi peut-être quelque chose qui peut être fait au niveau politique. Tu sais, on n'a pas on tient pas les rênes de tout ici au Québec, tu sais, pour peut-être négocier avec des géants comme Netflix ou comme YouTube. Est-ce que je me trompe ou j'ai lu que Netflix ne paye peu ou pas de taxes? Pour peut-être me dire... je suis pas au fait du dossier. Là. Je sais, sais qu'ils investissent dans des productions canadiennes. Ouais, mais on est obligé de leur demander d'investir un petit pourcentage dans des productions canadiennes, mais on est comme un peu à la merci de ces grandes multinationales-là qui arrivent ici puis on consomme leur contenu et ils n'ont aucune obligation de promouvoir ou presque le contenu québécois. Donc, au moins, dans les radios au Québec, on a cette conscience-là qu'il y a 60% de francophones. Est-ce que si demain matin, le Québec devient indépendant, qu'on tient les rênes, est-ce qu'on va pouvoir justement prendre les décisions qui s'imposent de dire de la façon qu'on va travailler avec Netflix, qu'on va travailler avec YouTube, qu'on va travailler, qu'est-ce qu'on va faire pour promouvoir le frais français et la musique? J'ai l'impression qu'il y a une partie de ça qui pourrait aider si on était un pays indépendant. Puis là, j'entends déjà des commentaires de gens dans certaines régions du Québec nous dire « Ouais, mais là, vous allez faire un dôme sur le Québec, vous voulez juste qu'on consomme du québécois, vous voulez qu'on se referme sur nous. » C'est pas ça l'idée. C'est juste d'obliger les grandes plateformes à faire la promotion du contenu québécois. On n'enlève pas le contenu américain, on n'enlève pas le contenu canadien, on n'enlève pas aucun contenu, on en fait juste la promotion comme ça se fait ailleurs. Puis comme tu disais tantôt, de mettre de la musique dans les espaces publics, même économiquement, là, c'est un avantage, puis on est gagnant de ça. Parce que
Quand tu choisis d'aller dans un pays pour visiter, qu'est-ce que tu veux? Tu veux être dépaysé, tu veux... Alléluia! Non, mais tu veux t'imprégner de la culture. Tu veux Ben pas... oui, Si tu ben veux aller à oui. Toronto ou à New York, tu vas aller à Toronto ou à New York. Tu n'iras pas à Montréal. Tu vas à Montréal parce que c'est la métropole francophone de l'Amérique du Nord. Absolument. Puis il y a plein de gens dans le monde qui parlent français. C'est une langue internationale. Puis il y a des gens qui vont vouloir venir en Amérique du Nord, dans une ville francophone, que ce soit à Québec, à Montréal, à Shawinigan, à Trois-Rivières. On a tellement à offrir. Puis c'est ça, il faut se distinguer. Quand tu as fait carrière, République dominicaine, Cuba, c'est des peuples qui sont fiers. Puis on aime ces pays-là parce qu'ils sont fiers. Tu vas en Argentine, tu vas sentir l'esprit de Absolument. l'Argentine. Tu veux t'imprégner de la culture de la place. Moi, si je vais en Italie, c'est- je veux pas de la musique en anglais. Je veux Ben, de la musique écoute, en Tu italien. Je m'enlèves veux les mots de la m'imprégner bouche. C'est le prochain exemple que j'allais dire. Mot pour mot, ce que tu as dit là. Moi, je m'en vais en Italie l'année prochaine, un voyage organisé. Je m'en vais en Italie. Je veux manger de la bouffe de là-bas. Je veux boire du vin de là-bas. J'arrive au restaurant. J'ai pas envie d'un band d'Italiens qui me joue du Temple 40 en anglais. Je vais faire des boutons. Jouez-moi de la musique italienne. Si je suis allé, tu parlais de l'Argentine. Je suis allé en Argentine. J'ai envie d'entendre de la musique. J'ai envie de découvrir la culture argentine. Donc, cet argument-là de non, on va se fermer sur nous-mêmes, les Kebs. C'est comme si on se voyait comme un petit peuple. Non, on va se fermer sur le monde. Au contraire, les gens viennent ici. Il faut être fier de ce qu'on est. Il faut parler anglais. Pourquoi pas? Être bilingue, ça, c'est une grande richesse. Être ouvert sur le monde, on peut en écouter. C'est pas de pas en écouter. Mais quand les gens vont venir ici, ils vont savoir qu'on a cette richesse-là, qu'on est les seuls en Amérique du Nord à parler français, à écouter la musique en français. Quand je m'en vais, moi, en République dominicaine, c'est quand on va à Cuba, tu vas entendre de la salsa cubaine. Tu veux pas arriver à l'hôtel puis entendre un band qui va te jouer des chansons de chez toi. Tu vas entendre Guantanamera. Tu vas entendre Guantanamera, Si ça, tu c'est l'entends certain. pas dans ton voyage, c'est un problème. Là. Il faut être fier de qui on est puis d'assumer nos valeurs. Puis je pense que quand tu sais qui t'es, quand tu assumes tes valeurs, tu es respecté aussi et tu es plus reconnu. Les gens vont venir... Tu sais, je me rappelle d'une entrevue que Justin Trudeau avait fait dans le New York Times qui disait que le Canada était le premier État post-national, qu'il n'y avait pas de grande idéologie où notre force, c'était le multiculturalisme, je crois, puis qu'il n'y avait pas vraiment de grand fil conducteur ou d'idéologie ou de culture commune, ce qui nous amène un peu dans le communautarisme. Et ça, je trouve ça absurde. Je trouve que sinon, à quoi bon avoir un pays si on n'a pas... Puis là, je ne suis pas en train de dire... Je pense que tous les gens peuvent se reconnaître de toutes les origines, si on parle beaucoup d'immigration, et c'est ça. Y a-tu plus québécois que Rachid Badouri? Ouais. Tu sais, Rachid Badouri, c'est un Québécois. Tabarouette, lui, c'est un Algérien. Marocain. Un Marocain, Ouais. c'est ça. Y a-tu plus Québécois que Boucard Diouf? Il est quelle origine, Boucard? Déjà, Sénégal? Ouais, je pense Sénégal. Sénégal? Je pense. Ben c'est ça le meilleur exemple. C'est ça un Québécois. Tu sais, Boucard Diouf, est-ce quelqu'un qui va dire c'est pas un Québécois? C'est un Québécois. Est-ce que c'est un Ontarien? Non, c'est pas un Ontarien. Ses racines sont ici. Tu sais, je veux dire, c'est un gars, c'est un Québécois. Rachid Badouri, c'est un Québécois. Puis, il y a une chose que je trouve triste aussi. On dirait que, tu sais, dès qu'on parle d'immigration, dès qu'on parle de ça, on dirait qu'on a tout de suite l'épithète de raciste. Tu sais, on en entend beaucoup parler, là, les seuils d'immigration. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, des choses qu'on dirait qu'on ne peut pas parler. Si tu parles d'immigration, de seuil d'immigration, bien, tout de suite, tu sais, le PQ en reçoit beaucoup, là, des taloches, là, parce qu'il parle d'immigration. Mais non, le Québec, l'indépendance du Québec va se faire avec les gens de partout. Puis si on peut parler d'immigration, parler de peu importe qu'on soit à droite, à gauche, au centre, peu importe de quel parti politique, évaluer de façon intelligente, de façon pensée, sensée, c'est quoi les seuils d'immigration qui nous permettraient d'avoir assez de logements. Ben là, je ne veux pas tomber là-dedans parce qu'il y en a qui vont dire non, il y a des études qui démontrent que ça n'a pas de lien. Parlons pas de ça, mais qui vont nous permettre de bien vivre. Mais on a besoin de tout le monde pour faire l'indépendance. Puis je pense que l'indépendance va faire partie de tous les gens qui sont ici, de tous les immigrants. Peut-être qu'à ce niveau-là, on ne le dit pas assez. Peut-être que les gens qui viennent d'ailleurs se sentent pas assez... Est-ce qu'ils ne se sentent pas assez concernés dans notre projet d'indépendance? Est-ce que nous, les Québécois, on a un culpa à faire? Là, c'est drôle comme je l'ai dit, je m'en excuse. J'ai dit nous, les Québécois, les francophones ici. Peut-être qu'il faut faire un travail plus grand pour faire sentir aux gens d'ailleurs qu'ils sont Québécois, puis ils font partie de notre gang, puis qu'on peut aller vers l'indépendance ensemble. Ça, c'est quelque chose que je pense qui est important. Oui, puis même au-delà de l'indépendance, de faire société tout simplement ensemble, là, c'est hyper fondamental. Mais puis moi, je m'inspire de ça, tu sais, c'est ces gens-là qui viennent enrichir le Québec parce qu'ils enrichissent le Québec, puis qui sont fiers de leur culture d'origine. Moi, je trouve ça beau, puis je veux qu'on soit aussi comme ça au Québec. Tu sais, tu parlais encore une fois, quand tu parlais
la République dominicaine, des drapeaux partout, ils assument leur identité. Puis quand tu veux accueillir des gens chez toi, il faut d'abord que tu sois quelqu'un. Tu sais, pour dire, J'adore ça. C'est Gilles Vigneault qui disait, tu sais, si tu veux dire bienvenue à quelqu'un, welcome, faut que tu sois chez toi. Si t'es pas chez toi, tu peux pas dire bienvenue, t'es pas chez toi. T'es pas chez toi. Ouais, il faut Exactement. que tu saches que tu vas. Tu accueilles quelqu'un chez toi, ben, tu as tes règles. Tu accueilles quelqu'un dans ta maison, ben, chez nous, ça marche comme ça. Chez nous, on a, je sais pas, après le souper, ben, tu as l'égalité homme-femme. C'est autant les hommes et les femmes qui font la vaisselle chez nous. Bon, ben moi, j'aime ça de telle manière. J'aime ça que les gens arrivent, enlèvent leurs souliers. Ben, plus tu sais quitter, plus c'est facile, comme tu dis, d'inviter des gens chez toi. Donc, c'est important, je pense. Daniel Boucher disait c'est à mon tour d'ouvrir la maison chez nous, d'accueillir des faiseurs de rire. On accueille des gens de partout. Puis ça, je pense qu'autant qu'on disait tout à l'heure qu'on va faire l'indépendance ni à gauche ni à droite, mais on va faire l'indépendance avec les gens d'ici. Puis ça, c'est important. Et c'est qui? C'est le politicien dans les années 70 qui avait gagné beaucoup les... Gérald Godin, qui avait travaillé très, 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 très fort puis à Montréal. Puis est-ce que c'était la communauté? C'était les Grecs? Oui, les Grecs, les Grecs, Italiens aussi. Les Italiens qui avaient fait ça. Et moi, je me dis, peut-être que ça qu'il faut retrouver aujourd'hui. Je ne sais pas, il me semble que... Je ne sais pas, ça aussi, je trouve que c'est récent. On dirait que l'immigration prend beaucoup de place. On en entend parler. Est-ce que c'est moi ou on entend beaucoup? Je ne sais pas si j'ai assez dit beaucoup parler de ça, mais on n'entend peut-être pas assez dire à quel point, oui, les immigrants sont une richesse et oui, les immigrants sont des Québécois, doivent faire partie de notre projet de société, de notre projet d'indépendance. Puis on devrait parler, c'est important de parler d'immigration, mais aussi parler de comment qu'on redonne un sursaut à la culture québécoise. Tu sais, comment qu'on fait en sorte justement de la vendre, de donner le goût aux jeunes. Parce que tantôt, vous en parliez, on a beaucoup l'impression, je pense, que la mentalité de coloniser, ça existe. Puis il y a aussi beaucoup la mentalité de... Aux États-Unis, c'est beaucoup plus gros. Si tu regardes un gala, les Oscars, ça va être beaucoup plus gros que les Gémeaux ici. Tout est plus gros, tout a plus de budget. On a l'impression que ça fonctionne, que c'est ça le succès, puis c'est ça qui est intéressant parce qu'on est collé dessus. Tandis qu'il y en a des pays qui se sont... la République dominicaine, Cuba, ils tiennent les États-Unis plus loin, là, mais fait qu'il faut aussi savoir apprécier la culture américaine, savoir apprécier la culture de partout dans le monde. Il y a des choses... Moi, j'écoute des émissions danoises, peu importe, là, mais c'est ça, il faut... donner un sursaut à la culture québécoise. Là. Il faut en parler. Je trouve qu'on ne parle pas assez de culture. Peut-être. Puis se libérer un peu aussi de cette espèce de complexe d'infériorité qu'on a là envers toute cette mer culturelle anglo-saxonne ou américaine. Mon Dieu, c'est pas vrai que tout ce qui vient des États-Unis, tu sais, je veux dire, on écoute, on consomme tellement de trucs américains, tu sais, je comprends pas pour qu'on soit aussi entiché de cette culture-là, mais à mon sens, à moi, j'ai l'impression que notre culture est beaucoup plus belle, beaucoup plus riche, beaucoup plus forte, mais ça, on peut pas le rentrer dans la gorge des gens, tu sais, il faut... mais je pense qu'on peut travailler, comme on l'a dit tout au long du podcast, à changer ces petites habitudes-là qui font notre identité. Ah oui. Puis comme tu le disais, Flo, si on met de la musique, mettons du métal québécois dans des centres d'achat ou quoi que ce soit, ou de la musique, des différents genres de musique québécois, c'est là que tu vas l'entendre, tu vas te demander c'est quoi, tu vas aller la chercher, tu vas aller sur Shazam, puis tu vas vouloir l'ajouter à tes playlists, puis tu vas, tu sais, quand en connaître davantage. Je veux dire, il y en a pour tous les goûts de la musique québécoise. Là, je pense qu'on le sait. Mais si on voit ça comme un genre de musique, ben là, c'est sûr qu'on se distance déjà. Là. C'est normal. La musique, c'est tellement identitaire. Moi, j'aime le métal, c'est comme mon exemple parce que c'est vraiment comme un style de musique particulier puis le monde aime ou aime pas. Juste comme le country. Moi, par exemple, j'écoute pas tant de country, mais genre, c'est pas juste parce que c'est genre québécois ou non, j'en écoute pas. Mais après, je veux dire, j'adore comme Mitsu, là. J'adore Mitsu, mais Mitsu, juste expliquer du monde qui aime moins le style de Mitsu parce que je veux dire, je pense plus qu'elle fait d'album, mais... En tout cas, tout ça pour dire que c'est juste une question de style, de genre, il y en a plein. Donc, si t'es exposé comme tout le temps un peu à différents styles, ben là, à un moment donné, tu vas dire, OK, ça, c'est mon genre. Moi, j'écoute du folk, parfait, j'aime ça. Habituellement, on arrive à la fin de l'entrevue. Habituellement, je commence tout le temps en disant, toi, comment t'es devenu indépendantiste? Fait que là, je vais te poser. Je sens qu'on a été très passionnés dès le départ. Toi, comment t'es devenu indépendantiste? René Lévesque est mort en 86. Écoute, ma mémoire me fait défaut. Est-ce que vous savez ça? Non. Non, je m'en souviens pas. Non. J'étais très, 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 très jeune quand René Lévesque est décédé. Et je me souviens que mon père m'a amené voir René Lévesque à l'Assemblée nationale. Et je m'en souviens encore. Je suis né en 78. En tout cas, on pourra le fouiller, mais il me semble que j'avais 4 ans, 5 ans, où j'étais tout petit. Et il y avait une file. Et je me rappelle avoir fait la file au moins pendant quelques heures à l'Assemblée nationale pour rencontrer René Lévesque. Et je m'en souviens encore aujourd'hui. Et je me souviens encore que c'était quelque chose
très fort, de très symbolique. Je savais que c'était quelqu'un, je savais que c'était une idole. Je savais que René Lévesque était emblématique de quelque chose. Malgré mes 5 ans ou mes 6 ans, je le savais qu'il se passait quelque chose. De la même manière qu'à 17 ans, moi, je me suis jamais prononcé pour un référendum, puis j'ai 48 ans, j'avais 17 ans lors du dernier référendum. Je jouais pour les Moussets d'Halifax. On était dans un sous-sol d'une pension d'un des gars. On était à peu près toute l'équipe de hockey qui était là. Il y avait 2 tiers de francophones, 1 tiers d'anglophones. Je m'en souviens comme si c'était hier, quand on a perdu, à quel point ça m'a fait de la peine. Je me souviens aussi de M. Parizeau quand il a dit sa fameuse phrase « On a perdu, après tout, à cause de quoi? » Le vote ethnique et l'argent. Et je me souviens que autant que du haut de mes 5 ans ou 6 ans, je savais quand M. Lévesque était décédé que j'étais en face de quelque chose de grave. Je le sentais, une fibre. Je dirais pas que je suis devenu indépendantiste à 6 ans ou à 5 ans, mais quand même, j'en avais conscience. Mon père me faisait écouter et lire des trucs très québécois. Et à 17 ans, quand M. Parizeau avait dit ça, j'ai tout de suite senti « Oh! » J'étais pas très politisé, j'étais jeune, mais j'ai fait « Oh, attends un petit peu, là, cette phrase-là. » Il y a quelque chose d'un peu space là-dedans. Là. Personne n'avait réagi, personne n'avait rien dit, mais même à l'époque, je m'étais rendu compte que c'était une phrase qui allait te déranger. Et puis là, on dirait que c'est récemment qu'il y a plein de gens qui se remettent à dire... tu sais, à l'époque, c'était pas politiquement correct. Là, on dirait qu'il y a de plus en plus de monde qui se disent, ben on est en train de voir, puis M. Parizeau disait qu'on nous avait volé le référendum. À l'époque, il avait passé, les gens disaient qu'il était en boisson ou que ça n'avait pas de bon sens ce qu'il avait dit. Puis là, il sort plein de choses comme quoi on sait aujourd'hui que, tu sais, bon, il y a eu des manigances au niveau de l'argent. Même Jean Chrétien, on avait même une autre option si jamais ça passait pour dire qu'on n'allait pas accepter ça. Et bref, c'est dans ces années-là que j'ai senti... Juste pour... ouais. Parce que tu voulais donner, je pense, l'exemple de... Il y a le ministre de l'Immigration de l'époque, sous Jean Chrétien, qui a avoué récemment qu'il avait accéléré les processus d'immigration. Absolument. Justement pour le référendum. Que les fonctionnaires travaillaient presque jour et nuit, sans arrêt. Ce qu'on ne voit pas habituellement, là, les fonctionnaires fédéraux. Et que dans les 2 mois qui ont précédé le référendum, il y a eu 400% de plus d'entrées d'immigrants qui sont entrés. Donc, bon... Et on peut en parler longtemps, mais les gens vont dire on s'est fait voler le référendum. Donc, à 6 ans, à 17 ans, moi, quand j'ai commencé à chanter dans les bars et les boîtes à chansons, à 22, 23, 24 ans, je chantais pratiquement uniquement en français. Quand j'étais dans les boîtes à chansons, à l'époque, on chantait du Rivard, du Beau Dommage, du Piché, du Raymond Lévesque. Et on était fiers. Les gens chantaient en français. Il n'y avait pas beaucoup de chansons en anglais. On chantait presque pas en anglais. Et avec les années, j'ai aussi réalisé que quand tu vas dans les bars, boîtes à chansons et tout ça, ça chante de plus en plus un petit peu en anglais. Mais c'est très jeune, je pense, que j'ai réalisé. Puis pour moi, il y avait quelque chose dans la langue française, dans le pouvoir des mots. Très, 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 très jeune. Moi, mon poète préféré, c'est Guillaume Apollinaire. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Un espèce de crinqué qui était d'origine italienne, mais qui a ensuite déménagé très jeune en France. Il a changé, c'était pas son vrai nom, il l'a adapté, Guillaume Apollinaire. Il était soldat dans la Première Guerre mondiale. Il est tombé follement éperdument amoureux d'une femme qui s'appelle Lou, qui voulait rien savoir de lui, qui était déjà mariée, puis qui a passé sa vie à y écrire des poèmes. Qui était complètement amoureux d'elle. Mon livre de poésie préféré s'appelle Poème à Lou. Il y a dédié un livre complet, un des plus beaux livres de poésie d'amour. Et lui, il a écrit une phrase qui m'a suivi toute ma vie. Il a dit « Parce que fondé en poésie, nous avons des droits sur les paroles qui forment et défont l'univers. » Et c'est très jeune, à l'âge de 14, 15 ans ou 16 ans, que j'ai compris que les mots, la langue avait un pouvoir extraordinaire. Je me suis identifié très tôt à la poésie, à la langue française, à la beauté, à la richesse de cette langue-là. Ensuite, j'ai découvert toute l'œuvre de Félix Leclerc. J'ai lu tous les romans de Félix Leclerc. Et moi, j'ai une passion pour ces mots-là, pour le français, pour la langue qui s'est bâtie très, 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 très jeune dans ma vie et qui, heureusement, ne m'a jamais quitté, que j'essaie de transmettre par mes chansons, par mes livres, par mes conférences. Et je pense pas que j'essaie de convaincre personne. J'essaie peut-être de transmettre ma passion, mon émotion pour cette langue-là. Je pense que l'être humain est un être de raison, mais beaucoup et surtout un être de cœur. Je pense qu'on prend beaucoup de plus de décisions dans notre vie avec notre cœur qu'avec notre tête. Donc, peut-être qu'on devrait essayer de parler... je dis pas qu'il faut pas parler d'économie, d'immigration, de politique, de frontières, mais je pense qu'il faut peut-être aussi revenir à l'essentiel, qui est notre cœur, qui est notre âme, puis en parler peut-être un peu plus avec émotion. Oui, je pense que ça prend les deux, définitivement. Les deux. Les meilleures décisions sont prises avec une part égale d'émotion et de raison. Exact. Il faut toujours suivre son cœur et sa tête. Mais des fois, le cœur nous fait prendre des drôles de décisions. Donc...
Je finirais peut-être avec 2 dernières questions. Il y a beaucoup d'indécis puis de fédéralistes qui nous écoutent. Justement, si tu pouvais, je sais que tu ne veux pas convaincre, mais tu es un passionné, justement. Si tu voulais t'adresser à eux, qu'est-ce que tu leur dirais pour leur parler de l'indépendance du Québec? Mon Dieu, qu'est-ce que je leur dirais? Écoute, qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui est fédéraliste? Tu sais, c'est difficile parce que les gens qui sont fédéralistes, j'en connais, puis il y en a qui sont passionnément canadiens. Puis c'est difficile de dire à un Canadien, à quelqu'un qui le ressent, puis qui est sincère, puis que lui, pour lui, son pays, c'est le Canada. On dirait que je ne saurais pas, comme à mon ami Éric Lefebvre, par exemple, est-ce que je vais essayer de le convaincre d'avoir cette passion-là pour le Québec? Si tu me poses une bonne question, c'est la première question que tu me poses aujourd'hui qu'on dirait que j'ai pas la réponse. Mais disons, je suis un indécis, puis j'ai peur, parce que là, l'économie, les relations internationales, j'ai peur, je me pose des questions. Ma tête se sent québécoise, mais en même temps, je doute de notre capacité. Oui, je pense que c'est beaucoup ça. Je pense que c'est qu'on a tourné autour de ça beaucoup. C'est que lançons-nous à l'aventure. Il y a 100, je regardais ça là, tout à l'heure, là, je lisais là-dessus, là, il y avait 50 pays États aux nations en 1945, il y en a 200 aujourd'hui. Il y a plus d'une centaine de peuples qui sont allés vers leur liberté, personne ne l'a regretté. Puis l'aventure de la vie, quand tu commences à être toi-même, ça commence en dehors de ta zone de confort. Puis on est un peuple, on est quelque chose comme un grand peuple, on a notre langue, on a notre unicité, on a quelque chose qui nous distingue et qui pourrait rayonner à l'échelle mondiale. Les gens pourraient venir au Québec parce qu'ils savent qu'on est québécois. On a cette fierté-là. Je te dirais peut-être la phrase qui résume le mieux. Je ne sais pas si vous connaissez Friedrich Nietzsche, un grand philosophe allemand, qui a dit « Celui qui a un pourquoi qui lui tient lieu de but ou de finalité va surmonter n'importe quel comment. » Donc, si on a un pourquoi, si on sait qu'on veut vivre, si on sait qu'on veut exister, si on sait qu'on veut notre liberté, la liberté, ça demande du courage, bien, on va trouver n'importe quelle façon d'y arriver. Donc, que ce soit au niveau économique, que ce soit peu importe la manière qu'on va y arriver, on va y arriver. Si on y croit, si on travaille ensemble, je sais qu'on est capable d'y arriver. Et ce qui nous attend est tellement beau. Pour reprendre les paroles de Paul Saint-Pierre Plamondon, ce qui nous attend là est tellement beau d'avoir notre drapeau, notre hymne national, d'être qui l'on est, d'être libre. Être libre, c'est pas un droit, c'est une responsabilité. La liberté, ça t'est pas donné, tu vas la chercher. Il y a des peuples qui l'ont gagné, leur liberté, qui l'ont gagné de toutes sortes de manières différentes. Nous, on veut la gagner de façon pacifique, mais je pense que pour un peuple, pour une nation, c'est une responsabilité d'aller vers sa liberté, vers son émancipation. Et je pense que c'est ce que j'aurais envie de dire aux gens qui nous écoutent. C'est très bon. On va avoir plusieurs clips définitivement à faire avec tout l'épisode. Puis la dernière question que j'oserais te demander, en regardant le mouvement indépendantiste, est-ce que d'abord, as-tu confiance? Puis dans un deuxième temps, est-ce que tu aurais un conseil au mouvement indépendantiste, que ce soit le Parti québécois ou le mouvement dans son ensemble? Ouf, les conseils. Hein? Dans la vie, on dit qu'il ne faut jamais donner de conseils à quelqu'un qui ne l'a pas demandé. Un conseil non sollicité. Ben là, je te demande. Oui, tu l'as demandé. Parce que souvent dans la vie, on va dire écoute, veux-tu la vérité ou tu veux que je te dise ce que j'en pense ou veux-tu un conseil? Si tu veux, mais si tu ne me l'as pas demandé, je ne te le dirai pas. Donc, tu disais, est-ce que tu as un conseil à donner? Mais c'était quoi la première partie de ta question déjà? Premièrement, as-tu confiance? Est-ce que tu sens un momentum? Je pense que il y a un gros momentum, puis je tiens à lever mon chapeau à un homme qui s'appelle Paul Saint-Pierre Plamondon. Parce que si c'était pas de lui, je pense que peut-être soit le Parti québécois ou l'idée de la souveraineté serait complètement mort aujourd'hui. Moi, j'ai une admiration sans borne pour son engagement, pour le sacrifice qu'il a fait. Si les gens ont lu son livre, lisez son livre « Rebâtir le camp du oui ». J'ai eu la chance de discuter en passant. On dit que derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Il y a Alexandra, sa conjointe, qui est une femme extraordinaire, qui tient le fort et qui travaille derrière. Et Paul a même déménagé. Il était retourné dans un cabinet d'avocats. Il a déménagé, puis il est allé se présenter. Il a acheté une maison dans Prévost où il a habité pendant 1 an, où il a fait du porte-à-porte avec Alexandra, qui était enceinte de leur enfant. Ensuite, ça n'a pas fonctionné. Il était battu par Marguerite Blais. Dans le livre, il raconte. Et il a acquis des parts dans un cabinet d'avocats. Ils ont réacheté une maison à Gatineau. Il était enfin installé, il allait bien. Et là, le Parti québécois était au plus bas. Et puis, tout d'un coup, il reçoit un téléphone. Les gens du Parti québécois lui ont demandé de se représenter. Et puis, il a revendu sa maison, revendu ses parts dans le cabinet d'avocats pour revenir travailler pour le PQ, alors que le PQ était à 1 3 %.
que lui, quand il s'était présenté, c'était à peu près ça, je On pense. était autour de 10-12 10-12, mais c'est lui qui, Ben, je pense, lui, quand il dans s'est sa présenté course, il dans était sa à course, il 1%, était à 1% ou à 2%. Donc, j'ai énormément de respect pour quelqu'un qui connaît la valeur du sacrifice, qui a travaillé fort, qui s'est dépassé. Et puis, est-ce que j'ai confiance? Bien, je pense que Paul a réussi à réanimer ça. Puis je pense que ça fait... Moi, j'ai 48 ans, puis ça fait depuis le référendum qu'on dit « Parlons pas de souveraineté. Ah non, parlons pas de ça. On veut prendre le pouvoir, laissons ça plus tard. » J'ai 48 ans, puis je n'ai pas encore voté pour la souveraineté. Donc, je dis merci à Paul Saint-Pierre Plamondon de l'avoir ramené. Et je pense qu'en le ramenant en étant clair, il y a plein de gens de qualité qui se greffent. Moi, je ne serais pas ici aujourd'hui si Paul n'avait pas parlé de souveraineté. Si c'était encore, regarde, on va se présenter les conditions gagnantes, ce sera pour plus tard. Il faut en parler, il ne faut pas avoir peur. Tant que les jeunes n'entendront pas parler de souveraineté, tant qu'il n'y aura pas de budget de l'an 1, de l'an 2, de voies à suivre pour nous montrer que c'est possible, comment on va faire pour s'en aller là. Donc, je pense qu'on a eu 40% la première fois, presque 50% la deuxième fois. C'est des marches qu'on est en train de monter, c'est pas des échecs. On s'en va dans la bonne direction. Donc oui, je suis confiant. Oui, je sens qu'il y a une ferveur. À ton premier examen, tu as eu 40. À ton deuxième, tu as eu 50. C'est peut-être le troisième que tu vas avoir 60%. Et si j'avais un conseil, je dirais probablement que... Eh mon Dieu, je suis pas sûr de me permettre un conseil parce que j'ai tellement de respect pour... Je suis pas obligé, hein? T'es pas obligé. Parce que les gens... J'ai tellement de respect pour les politiciens puis les gens qui font ça. Mais je dirais peut-être de revenir un peu plus vers le cœur. De sortir un petit peu de la tête. Je veux pas dire de sortir du dogmatisme, je veux pas utiliser des gros mots, mais... l'indépendance se fera pas seulement avec la tête, avec les idées, tu sais, je pense qu'il y a peut-être un petit côté humain, un cœur qu'il faut ramener à l'avant-plan, puis il faut travailler avec ça un petit peu pour gagner les gens. Dernier point, on arrive à la toute fin, je pense qu'il faut aussi que les artistes s'impliquent. Je pense qu'il y a eu une époque dans les années 70 où tu avais Félix Leclerc, où tu avais Gilles Vigneault, où tu avais Charles Levoix, où tu as eu Paul Piché, tu as eu Michel Rivard, tu as eu Raymond Lévesque. Tu as eu Claude Léveillé, tu as eu tous les grands artistes d'une époque se sont impliqués. Aujourd'hui, les artistes ont peur. Et là-dessus, même si Paul Saint-Pierre Plamondon a fait des remous quand il a dit les choses qu'il a dites à propos des artistes qui nous ont froissés un petit peu, même moi, je te dirais qu'au début, on était un petit peu froissés, mais quand tu es froissé, c'est peut-être parce que ton ego a été touché, c'est peut-être parce qu'il y a un peu de vérité. Puis j'ai dit, tu sais quoi? Il a raison. Sur le fond, il a raison. Peut-être que les mots utilisés, on peut en débattre, mais il avait raison au sens où aujourd'hui, les artistes ont peur de s'impliquer, n'osent plus s'impliquer. Donc, moi, je lancerais une invitation à tous les artistes si vous voulez qu'on vive encore en français, qu'on chante encore en français, qu'on soit fiers de notre langue, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, si on veut laisser ça à nos enfants, ben, il faut s'impliquer. Il faut s'impliquer. Fait que c'est le petit conseil que j'ai pour les souverainistes, pour les artistes. Puis je vous dis que ça a été vraiment... J'espère que j'ai bien fait ça. Oui. J'espère que j'ai été pas pire. Avez-vous reçu d'autres artistes? Oui, on a reçu Pierre-Luc Briand, on a reçu Isabelle Blais, on a reçu un groupe émergent pour Venise, Bon Vivant. On en a reçu Biz de Locolacasse. Ben là, quand tu dis Pierre-Luc Briand, Isabelle Blais, Biz, on est dans le top 3, je pense, des artistes les plus impliqués, ceux qui connaissent le plus la politique. Moi, je me considère pas dans cette coche-là, mais j'en suis passionné. Ça paraît. J'ai été très, très, très heureux. J'ai fait mon possible aujourd'hui. J'espère avoir été assez... comment je pourrais dire? J'aime pas le mot compétent, mais j'espère avoir... On a senti ta passion. Oui, ben, je pense que c'est ça. Puis c'est une belle façon de finir parce que je dis, l'indépendance va se faire avec la tête, mais va se faire aussi beaucoup avec le cœur, avec les émotions, puis avec la passion qu'on va y mettre. On va passer à la partie ça ou ça. Mais juste avant, je me permets une petite dernière question. Ouais. Joueur de hockey, artiste, est-ce que la politique, ça t'intéresse un jour? Oh, la question qui tue. On est comme à tout le monde en parle. Il faudrait faire vibrer les lumières. T'es pas obligé de répondre. Tu peux laisser sans Puis là, il y a un suspens. silence. Il y a un silence de quelques secondes. Est-ce que la politique m'intéresserait un jour? Je te cacherai pas que je suis un passionné. J'ai pas été très politisé, mais il y a quelque chose qui me passionne dans la politique. Et la politique, pour les bonnes raisons, parce que c'est le pouvoir de changer les choses. Puis de pouvoir le changer les choses pour le bien. Si on met des bonnes personnes en politique, s'il y a des gens de cœur qui sont en politique, ben on va avoir des bonnes politiques. On va avoir des gens qui prennent soin des autres. Puis c'est ça le but, tu sais, de redonner au suivant, de faire sa part de bien. Donc, il y a quelque chose qui est très attrayant dans ça, tu sais. Mais c'est un monde qui est tellement, tellement difficile que je ne sais pas si j'aurais moi-même
les reins assez solides pour aller dans un monde où tu es attaqué de partout. T'sais. Tout le monde aimait Fernel Morissette sur les réseaux sociaux. Il s'est présenté pour les libéraux et là, le vitriol qui tombe sur lui, c'est comme je vois ça puis je me dis, pauvre gars, je sais pas comment il fait pour s'il lit les commentaires et tout ça. Mais tu sais, bon, ça, on en a parlé tout à l'heure, c'est pas cool. Là, je sais pas si j'aurais la tête ou les reins assez solides pour ça. J'aime trop mon métier, j'aime trop chanter, donner des conférences, écrire des livres. Je pense que je serais peut-être pas assez technocrate ou bureaucratique pour faire ça, mais en même temps, tu sais, j'ai René Lévesque, pour moi, c'est une idole, des Gérald Godin, des gens qui ont changé le cours de l'histoire, tu sais. Il y a quelque chose là-dedans qui est... c'est très noble, c'est très noble. Tu sais, puis je pense qu'on doit avoir un peu plus pas de respect, mais je pense qu'il faut admirer les gens qui se sacrifient pour le travail public. C'est quelque chose d'extrêmement difficile. Donc, je dirais... Je sais pas quoi dire. C'est parfait. Je sais pas. Est-ce que... Je sais pas. Peut-être je dis pas oui, je dis pas non. Je sais pas. C'est une très bonne question. Mais c'est un domaine qui est absolument, certainement passionnant. Ouais. Puis ça ne nous empêche pas d'en parler, même si on n'est pas politicien, comme on l'a fait aujourd'hui. Exact. Fait que c'était vraiment ma dernière question. Là, c'était vrai. On passerait à la partie ça rapidement. Donc, c'est des questions en rafale. En rafale, parfait. Puis, tu n'es pas obligé non plus si tu veux pas te mouiller. Lève tôt ou lève tard? Lève tard pendant longtemps parce que je suis un artiste puis je chantais dans les bars. Puis aujourd'hui, lève tôt. Nordique de Québec ou Canadien de Montréal? Ben là, Nordique, même si le Canadien m'a repêché en 4e ronde, tu sais que j'ai compté un but pour le Canadien de Montréal. Ça veut dire ça? J'ai déjà dit ça dans d'autres entrevues. J'ai compté un but dans un match contre les Rangers de New York, contre le gardien Dan Cloutier, qui a joué une grosse carrière dans la Ligue nationale, mais dans un match pré-saison. J'ai joué des matchs pré-saison pour le Canadien, mais j'ai jamais joué de match officiel. J'étais allé 2 ans au camp d'entraînement. On est 60 joueurs, les blancs, les rouges, les bleus. On est 20 joueurs par équipe, puis là, on joue des matchs intra-équipe. On essaye. À l'époque, c'était Sakou Koivu qui était capitaine. Il y avait encore Stéphane Quintal, Vincent D'Anfous était encore là. Stéphane Richer, mon premier camp d'entraînement, j'ai demandé un bâton à Stéphane Richer. Excuse-moi, tu m'as dit de faire court, là. Mais écoute, c'était mes idoles, tu sais. Puis je me rappelle encore quand j'ai embarqué sur la patinoire, puis je suis arrivé dans la chambre, puis qu'il y avait tout mon équipement. Les gants du Canadien, le casque du Canadien, ton chandail du Canadien, les pantalons bleus du Canadien. Puis là, tu arrives dans le réchauffement, tu tournes, tu sais. Puis l'autre bord, c'est les Rangers de New York. Puis là, toi, t'es le Canadien. Tu te dis, quand t'as 18 ans, puis tu vis ça, là? De quel âge tu m'as dit? J'ai 22. Ah non, je t'ai rajeuni beaucoup, excuse-moi. T'es plus vieille que je un petit peu plus vieille. Mais quand t'as 18 ans, puis tu vis ça, c'est le rêve, là. C'est complètement fou. Mais malgré tout, le N des Nordiques qui va être tatoué à vie. Même si je pense que si j'avais joué pour le Canadien, il n'y a rien qui va m'enlever mon N des Nordiques. J'aime ça. Je m'excuse, tu m'as dit des réponses courtes, mais j'ai de la misère. J'aime cette histoire-là. Jouer pour le Canadien ou être artiste? Oh! Wow! Quelle question! Jouer pour le Canadien ou être artiste? Toute ma vie, j'ai rêvé d'un joueur de hockey. C'était toute ma vie. Je voulais que ça, être un joueur de hockey dans la Ligue nationale. Mais je pense que la vie a un destin pour chacun de nous puis que la vie ne voulait pas que je sois un joueur de hockey. Je pense que je touche le cœur des gens. Je rejoins plus de gens par mes textes, mes chansons, les livres, les conférences. J'ai l'impression de donner plus de sens à ma vie et de faire une plus belle différence positive dans la vie des gens en faisant ce que je fais aujourd'hui et que je vais pouvoir le faire jusqu'à 70, 75, 80. J'ai l'impression de contribuer plus comme être humain, comme artiste peut-être, que j'aurais pu le faire comme joueur de hockey. C'est beau, ça. Parti québécois ou Québec solidaire? T'es pas obligé de répondre si tu veux pas te mouiller. Mettons, là, ça doit être assez évident, je pense. Je pense. Ouais. On a une idée. Ben, écoute, j'aime beaucoup, beaucoup les gens humainement au Parti québécois que j'ai eu la chance de les rencontrer. Ils ne sont pas une tonne de députés, puis par la force des choses, dans plein d'événements, puis plein d'occasions, comme je te disais, j'étais en spectacle aux Îles-de-la-Madeleine, puis je me ramasse dans un party avec Joël Arsenault qu'on salue, mais c'est vraiment du bon monde. C'est des gens qui ont le cœur à la bonne place, c'est des gens simples, humains. L'idée qu'on se fait des politiciens, là, des cercles fermés, oubliez ça, au Parti québécois, c'est une grande famille. Je connais pas beaucoup les gens de Québec solidaire, malheureusement. Je connais peut-être un petit peu moins leur politique et je souhaiterais peut-être qu'il y ait un petit peu moins d'animosité et de division entre les gens de QS et du PQ. Puis là, je dis pas que ça vient d'un bord plus que de l'autre. Je pense que d'un côté comme de l'autre, on en parlait juste avant de rentrer en ondes. Est-ce que c'est vraiment utile de dire on est anti-woke et de vraiment taper sur ce clou-là? Je sais que c'est le jeu politique,
Mais je pense que, tu sais, c'est pas possible parce que c'est deux partis qui essayent de prendre le pouvoir, mais je pense qu'à un certain moment, les forces souverainistes vont devoir travailler ensemble et s'unir peut-être un petit peu plus. Je peux pas être plus d'accord avec ça. Puis là, je me doute de la réponse. Félix Leclerc ou Gilles Vigneault? C'est quand même une question difficile, mais Félix Leclerc est mon poète préféré. Quand j'ai écrit mon 10e album qui est sorti il y a un mois, au début, je voulais un album vraiment québécois, terroir, folk, avec des sonorités racines, même un peu country. J'ai même une chanson, bon, on en a parlé, ma chanson Dans ce pays, j'ai une chanson qui s'appelle Le Ril de la Nouvelle-France, qui raconte l'arrivée de mon ancêtre Antoine au Québec en 1665, tout son parcours. Donc, c'est un album très enraciné dans la culture, dans l'identité, dans ce qu'on est. Il y a une chanson qui parle de mon enfant, de mon enfance aussi. Et tout ça pour te dire quoi? Que quand j'ai un peu inconsciemment, au tout début de l'écriture de cet album-là, j'ai eu l'envie, un appel même, je te dirais, de relire toute l'œuvre de Félix Leclerc. Je suis reparti de zéro. J'ai lu tous ses romans, tous ses livres de contes, de poésie. J'ai écouté ses chansons en voiture avec ma conjointe. On allait souvent à l'Orléans, puis on faisait le tour de l'île en mettant la chanson Le Tour de l'île. Il y avait quelque chose qui s'est passé en moi avec Félix, tellement que j'ai appelé mon fils Félix. Donc, ouais, Félix. Oui, c'est vrai, tu m'as dit des réponses courtes. Hein? C'est pas facile pour moi, les réponses courtes, mais Félix Leclerc, c'est pour moi un grand, grand modèle. Une autre difficile, j'ai l'impression, une journée sans lire ou une journée sans entraînement? Oh, t'as fait des bonnes recherches, tu me connais bien. C'est très difficile parce que c'est ma routine matinale et ça. T'es bon, t'as fait de la recherche. C'est très difficile parce que le matin, je me lève, la première chose que je fais, c'est lire 30 minutes. Ça, c'est mon moment avec mon latte. Je me lève, je lis. C'est ma façon de me dépasser à tous les jours. À tous les jours, je veux devenir une meilleure version de moi-même. Donc, je lis un livre de philosophie, d'histoire, de politique. Là, ces 30 minutes-là me permet de... Tu vois, dans les 2 derniers jours, j'ai lu Rebâtir le camp du oui de Paul Saint-Pierre Plamondon pour me remettre un peu dans le bain de la politique. Donc, la lecture, c'est une de mes plus grandes passions. J'en mange. Écoute, on a cette richesse-là de pouvoir plonger dans la tête des plus grands penseurs de l'histoire. Tu plonges dans la tête de René Lévesque, tu plonges dans la tête de Frédéric Nietzsche, tu tombes dans la tête de Carl Jung, de Freud, en lisant leurs livres, tu es dans leur façon de penser, dans leur cerveau. Il y a tellement de richesse à lire, mais en même temps, un esprit sain dans un corps sain. Ça donne rien d'avoir un esprit sain si ton corps ne suit pas. Je trouve que c'est... moi, c'est une devise qui me parle beaucoup, un esprit sain dans un corps sain. Donc, c'est une demi-heure de lecture, une demi-heure d'entraînement. Tous les matins, systématiquement, 7 jours sur 7, presque 365 jours par année. Alors, c'est la seule question que je ne peux trancher. C'est primordial, la lecture, l'entraînement, un peu de méditation. Ça part la journée du bon côté. Des bonnes habitudes. Ouais. Cuba ou République dominicaine? République dominicaine. Celle-là, c'est sans hésitation. Pour moi, la République, c'est mon pays d'adoption. C'est mon 2e pays. J'ai une admiration sans borne pour ces gens-là qui, malgré le fait que c'est un pays en voie de développement, ont une qualité de vie, ont une joie de vivre, un bonheur, une chaleur humaine dont on a beaucoup à en prendre. On en a parlé, hein, leur fierté de leur drapeau, leur fierté de leur culture, de leur merengue, de leur bachata, de leur danse. Ils n'écoutent que de la musique latine partout. Ils sont fiers de qui ils sont. Je trouve qu'on devrait s'inspirer des Dominicains, puis je suis très, très fier. Je me sens un petit peu dominicain de cœur. J'avais parlé avec des gens de l'ambassade à un certain moment il y avait eu des discussions, ils m'avaient appelé pour me dire à chaque année, des fois, on va donner une citoyenneté honorifique à quelqu'un, on avait pensé peut-être. Et puis là, la pandémie est arrivée, puis j'en ai pas entendu parler, mais pour moi, la République dominicaine est un pays... ma foi, où peut-être je vais finir mes vieux jours. Puis si je te dis, mettons, les îles de la Madeleine ou la République dominicaine? Toi, là, t'es un devin. Toi, tu lis dans les gens ou dans les pensées parce que... Moi, j'ai des bons informateurs. Ah, il y a ça, parce que toute ma vie, ça a été la République dominicaine. Puis là, après ça, je suis tombé en amour avec les îles de la Madeleine. J'y ai été pendant 6 ou 7 ans en ligne, faire des spectacles, des shows de Noël, des conférences. Puis à un moment donné, il y a eu comme un combat intérieur entre la République puis les îles de la Madeleine. Puis là, je disais à ma conjointe, si on se marie un jour, on s'est toujours dit on va se marier sur une plage en République. Puis là, à un moment donné, ça a bifurqué vers on va se marier sur une plage aux îles de la Madeleine. Et là, je te dirais qu'il y a une espèce de bataille entre la République dominicaine et les... On va se marier 2 fois, voilà. 2 cérémonies. Tu l'as trouvé. Let's go. Tu viens de régler la question. C'est parfait. 2 parties plutôt que. Ouais, merveilleux. Puis la petite dernière, Québec indépendant avec un gouvernement de droite ou Québec province avec un gouvernement de gauche? Sans l'ombre d'un doute, un gouvernement un Québec indépendant. Il sera... quand le Québec deviendra un pays, il sera à droite, il sera à gauche, il va y avoir une alternance. Ça, c'est certain. Je pense qu'on ne devrait pas
on ne devrait pas dire c'est qu'un Québec à gauche ou c'est rien. Ça sera le Québec que les gens décideront, mais travaillons ensemble, des gens de toutes les allégeances, de toutes les ethnies, de toutes les religions. Travaillons tous ensemble pour faire du Québec un pays. Puis après ça, on décidera par nous-mêmes ce qu'on veut qu'il soit, mais travaillons ensemble pour en faire un pays tout d'abord. Pleinement d'accord avec toi. La liberté, c'est fondamental. C'est une valeur en soi. On n'y met pas de conditions. Je rappelle aux gens à la maison que tu as lancé un album qu'on peut retrouver sur ton site. On en a parlé un peu à la fin. Donc, etiennedrapeau.com, si je ne me souviens bien de ton site. .ca. Puis, on retrouve également tes dates de spectacle et tes 2 livres. On est en tournée partout à travers le Québec avec la tournée Drapeau, une guitare, un piano. Donc, c'est ma première, en 22 ans de carrière, ma première tournée solo. Je suis seul à la guitare, au piano, à l'harmonica. Je voulais retourner à quelque chose comme l'album de très chansonnier, de très intime, pour que ce soit les émotions qui passent. Donc, on est en tournée partout à travers le Québec et les gens peuvent se procurer l'album ou le livre. J'ai lancé 2 livres dans ma carrière qui ont vendu presque 10 000 copies. Des livres de psychologie, philosophie, développement personnel qui, je pense... celui-là, surtout, Vivre, aimer, souffrir et recommencer, dans lequel je me suis beaucoup questionné sur les épreuves, la souffrance, le sens de la vie, comment passer à travers des choses difficiles. Ça, je pense que c'est un livre qui fait du bien aussi, là. Ben, merci beaucoup de ta présence avec nous. Ça a été vraiment un plaisir de jaser avec toi aujourd'hui. Ça a été officiellement un de mes balados préférés en carrière. Ah ben c'est gentil. Merci, vous êtes extraordinaire. J'ai tellement eu du fun. Je reviens vous voir quand vous voulez. Fantastique, on le note bien. Merci beaucoup, Étienne. Merci à vous autres. Je remercie les gens à la maison. Si vous avez aimé notre échange, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager. C'est comme ça, on parlait beaucoup des commentaires négatifs, mais ça prend aussi du positif. Donc, si vous voulez en mettre, nous aider, soutenir notre mission, il y a des belles annonces qui s'en viennent, j'en dis pas plus, mais restez à l'affût, donc abonnez-vous. Et sur ce, nous, on se dit À la prochaine fois. à la prochaine fois, tout le monde.